Mamie a appelé la police, papa a fait quelque chose de terrifiant, cria la fille au téléphone. Quelques minutes plus tard, les officiers de police ne pouvaient pas croire ce qui s'était passé dans la famille. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Sabrina ajusta son blazer sombre et prit une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle de conférence principale de son entreprise. Ses talons résonnaient sur le sol en bois tandis qu'elle marchait avec la posture élégante que sa mère, Marjorie, lui avait toujours appris à maintenir, même dans les moments les plus difficiles. L'horloge murale indiquait exactement 9 heures du matin lorsqu'elle ouvrit la porte et trouva tous les directeurs déjà assis avec des expressions tendues qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « Bonjour à tous, pouvons-nous commencer notre réunion trimestrielle ?» Sa voix semblait ferme comme toujours alors qu'elle prenait place à la tête de la table. La secrétaire exécutive entra peu après, portant un dossier de documents que Sabrina ne reconnaissait pas. Quelque chose était différent ce matin-là. Les chiffres projetés à l'écran n'avaient aucun sens, les feuilles de calcul semblaient complètement altérées. Pour la première fois en 15 ans, Sabrina sentit ses mains trembler en tenant son téléphone professionnel. Madame Sabrina, selon ses rapports, tous les comptes de l'entreprise ont été remis à zéro pendant la nuit, dit son assistante d'une voix tremblante en lui tendant une série de relevés bancaires qui semblaient avoir été imprimés il y a à peine quelques minutes. Une sueur froide commença à couler sur le front de Sabrina tandis qu'elle parcourait les documents. Ses jambes fléchirent lorsqu'elle réalisa que tout l'argent de l'entreprise, y compris la réserve d'urgence qu'elle avait conservée pendant des années, avait disparu sans laisser de traces. Les directeurs commencèrent à murmurer entre eux tandis que Sabrina tentait de garder son calme face à la pire crise de sa vie professionnelle. « C'est impossible, hier encore, j'avais vérifié tous les comptes et tout était normal. Quelqu'un doit avoir une explication à cela », parvint-elle à dire malgré la sensation que l'air commençait à manquer dans ses poumons. Le directeur financier se leva, portant davantage de papier dans ses mains, son expression mêlant peur et embarras alors qu'il se préparait à parler. « Madame Réa, ce n'est pas tout. Tous les contrats avec nos principaux clients ont été annulés dans les dernières 12 heures. Nous avons reçu des emails de résiliation signés numériquement par vous, mais j'imagine que vous n'avez autorisé aucune de ces actions, dit-il en faisant glisser les documents sur la table jusqu'aux mains tremblantes de Sabrina, qui ne pouvait plus cacher son désespoir. Le monde commença à tourner autour de Sabrina alors qu'elle observait sa signature numérique sur des dizaines de documents qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Comment est-ce possible ? Qui aurait accès à autant d'informations confidentielles et à ses mots de passe personnels? Sa vision commença à devenir floue lorsqu'elle réalisa que des années de travail acharné s'effondraient sous ses yeux sans qu'elle puisse rien faire pour arrêter cela. Appelez immédiatement le département technologique. Nous devons tracer ces transferts et découvrir comment ces documents ont été signés, ordonna-t-elle en essayant de garder le contrôle de la situation. Les murmures dans la salle augmentèrent alors que le responsable de la technologie se précipitait à l'intérieur, son visage pâle trahissant que les nouvelles ne feraient qu'empirer. « Madame Sabrina, nous venons de détecter une attaque massive sur nos serveurs. Quelqu'un avec un accès administratif maximal est en train de supprimer toutes nos bases de données en ce moment même, déclara-t-il en projetant de grandes quantités de données supprimées en temps réel sur l'écran. Sabrina sentit l'air totalement s'échapper de ses poumons en regardant tout son empire numérique se détruire devant ses yeux. Elle tenta de se lever, elle devait faire quelque chose, n'importe quoi pour arrêter cette destruction, mais ses jambes ne répondaient plus. Sa vision commença à s'assombrir sur les bords alors qu'elle entendait des voix lointaines l'appeler. La dernière pensée qui traversa son esprit avant que tout ne devienne noir fut le visage de sa fille Ivy, qui était partie à l'école plus tôt ce matin-là, complètement inconsciente du désastre en cours. « Prends soin de ma fille », murmura-t-elle avant que son corps ne se détende complètement et qu'elle ne s'effondre sur la table de conférence. Le chaos s'ensuivit dans la salle lorsque Sabrina perdit connaissance. Les employés couraient dans tous les sens tandis que les directeurs tentaient sans succès d'accéder à leurs ordinateurs qui n'affichaient plus que des écrans noirs. Le responsable de la technologie tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, des perles de sueur coulant sur son front alors qu'il tentait désespérément de prévenir la destruction complète des fichiers de l'entreprise. « C'est inutile. Quiconque sait utilise des identifiants administratifs valides. Je ne peux pas bloquer l'accès, s'écria-t-il en frappant la table de frustration. La secrétaire exécutive tenait doucement la tête de Sabrina, vérifiant ses signes vitaux et essayant de la ranimer, lorsque Wesley fit irruption dans la salle, son visage montrant une inquiétude qui n'atteignait pas ses yeux alors qu'il s'approchait rapidement de son épouse inconsciente. « Que s'est-il passé ici? Pourquoi personne ne m'a dit que ma femme était malade ?»
demanda-t-il d'une voix chargée d'autorité. Personne n'avait remarqué avant depuis qu'il n'occupait qu'un poste administratif mineur dans l'entreprise. Les moniteurs dans la salle de conférence commencèrent à clignoter simultanément, affichant des messages d'erreur alors que des années de données étaient effacées en quelques secondes. Le directeur financier essayait désespérément de sauvegarder les fichiers les plus importants sur son dispositif de stockage, mais chaque tentative ne faisait qu'accroître sa frustration. C'est comme si quelqu'un savait exactement où se trouvent nos fichiers les plus importants, marmonna-t-il en regardant de manière suspecte tout le monde dans la salle alors qu'un autre dossier crucial était supprimé sous ses yeux. Wesley prit Sabrina dans ses bras avec une facilité surprenante, ignorant les protestations de la secrétaire qui insistait pour appeler une ambulance. « Je vais emmener ma femme à l'hôpital moi-même. Vous restez ici et essayez de régler ce désordre, ordonna-t-il d'une voix laissant peu de place à la discussion. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, les ordinateurs de l'entreprise continuaient leur symphonie de destruction, effaçant systématiquement toute trace du travail de Sabrina. Le chef de la technologie poussa un cri de frustration lorsqu'il réalisa que même les sauvegardes externes étaient corrompues. « C'est impossible ! Quiconque a fait cela connaît notre infrastructure mieux que nous-mêmes », s'exclama-t-il en regardant impuissant les derniers fichiers disparaître des serveurs. Le système de sécurité du bâtiment commença à faillir, les portes se verrouillant et se déverrouillant aléatoirement, augmentant encore la panique parmi les employés. Les lumières de l'entreprise commencèrent à clignoter, créant une atmosphère encore plus lugubre alors que les employés horrifiés regardaient leurs écrans afficher un compte à rebours. 10 minutes jusqu'à la mise en forme complète du système, annonça le message rouge clignotant. Le directeur financier tenta désespérément d'appeler la police, seulement pour découvrir que les lignes téléphoniques étaient également hors service. « Nous sommes complètement isolés », s'écria-t-il en jetant son téléphone inutile sur la table. Les quelques minutes suivantes furent de pure terreur numérique. Un à un, chaque ordinateur de l'entreprise commença à émettre des sons aigus, leurs écrans clignotant frénétiquement avant de devenir complètement noirs. Le chef de la technologie poursuivit son combat futile contre l'intrus invisible, tapant des commandes de plus en plus désespérées dans son terminal. « C'est impossible ! Quiconque a fait cela a tout planifié dans les moindres détails. » s'écria-t-il lorsque son propre ordinateur finit par succomber à l'attaque. Pendant ce temps, Ivy observait les mouvements dans la cour de récréation à travers la fenêtre de sa salle de classe, complètement distraite par la leçon de mathématiques que l'enseignant expliquait au tableau. Quelque chose dans son cœur enfantin lui disait qu'elle devait être ailleurs. À ce moment-là, le dessin qu'elle avait fait plus tôt, montrant sa famille heureuse devant l'entreprise de sa mère, restait inachevé sur son bureau, attendant les couleurs qu'elle n'avait pas pu choisir ce matin-là. Un mouvement soudain dans le parking de l'école attira son attention. La voiture de son père venait de se garer brusquement, occupant 2 places à la fois. Ivy fronça les sourcils, confuse. Il restait encore plusieurs heures avant l'heure de la sortie. Son petit cœur s'emballa lorsqu'elle vit son père sortir de la voiture et se diriger en courant vers le bureau de l'école. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Madame, puis-je aller aux toilettes ?» demanda-t-elle, se levant déjà de sa chaise sans attendre de réponse. Au lieu d'aller aux toilettes, Ivy se glissa silencieusement dans le couloir menant au parking. Des années de visionnage de films d'espionnage avec sa grand-mère Marjorie lui avaient appris à se déplacer sans être remarquée. Cachée derrière une colonne, elle regarda son père parler à la secrétaire, sa voix plus forte que d'habitude atteignant ses oreilles. « Je dois emmener Ivy maintenant, il y a une urgence avec Sabrina », l'entendit-elle dire, remarquant qu'il tenait fermement le dossier de travail de sa mère. Le cœur d'Ivy faillit s'arrêter lorsqu'elle vit sa mère dans le siège arrière de la voiture. Sabrina était immobile, son visage plus pâle qu'Ivy ne l'avait jamais vu auparavant. Mais ce qui fit vraiment refroidir le sang d'Ivy fut l'expression sur le visage de son père lorsqu'il remonta dans le véhicule. Wesley souriait. Ce n'était pas le sourire affectueux qu'il avait lorsqu'il jouait avec elle, ni le sourire fier qu'il affichait lors des réunions de parents. C'était un sourire différent, terrifiant, qui fit reculer Ivy encore plus derrière la colonne avec les mains tremblantes. Ivy prit le petit téléphone que sa grand-mère Marjorie lui avait donné pour les urgences. Il était caché dans une poche secrète de son sac à dos, tout comme sa grand-mère lui avait appris. « Garde toujours ça avec toi, mon amour, tu ne sais jamais quand tu en auras besoin. » Les mots de grand-mère Marjorie résonnaient dans son esprit. Maintenant, Ivy regarda de nouveau la voiture où sa mère restait inconsciente tandis que son père rangeait quelque chose dans le coffre. La secrétaire de l'école apparut dans le couloir appelant Ivy. Rapidement, elle cacha le téléphone et fit semblant de simplement attacher ses lacets.
Ton père est venu te chercher, ma chère. Il semble que ta mère ne se sente pas bien, dit la secrétaire gentiment, totalement inconsciente de la tension qui faisait trembler le petit corps d'Ivy. Alors qu'elle était conduite à la voiture, Ivy ne pouvait détacher ses yeux du sourire inquiétant que son père gardait sur son visage. Assise sur le siège avant, Ivy pouvait voir dans le rétroviseur le reflet du visage inconscient de sa mère. Les mots de sa grand-mère Marjorie résonnaient de plus en plus fort dans son esprit. « Fais confiance à tes instincts, petite. Si quelque chose semble mal, c'est probablement le cas. » Et à ce moment-là, alors qu'elle regardait son père conduire en fredonnant doucement un air, tout son corps enfantin hurlait que quelque chose n'allait terriblement pas. Le téléphone caché dans sa poche semblait peser une tonne et elle savait qu'elle aurait besoin de trouver un moment pour l'utiliser si elle pouvait comprendre ce qui se passait vraiment dans sa famille. Les couloirs de l'hôpital résonnaient du bruit des pas précipités de l'équipe médicale tandis que Sabrina restait inconsciente dans la salle d'urgence. Le médecin de garde, un homme d'âge moyen avec une expression inquiète, examinait soigneusement les résultats des tests qui arrivaient les uns après les autres, son front se fronçant de plus en plus à chaque nouvelle page qu'il lisait. À ses côtés, une infirmière expérimentée surveillait les signes vitaux instables du patient, ajustant parfois l'équipement qui maintenait Sabrina stable. Wesley restait assis dans la salle d'attente, sa posture tendue contredisant le calme apparent sur son visage, tandis qu'Ivy se blottissait dans une chaise voisine, serrant son sac d'école comme s'il s'agissait d'un bouclier protecteur. La fille ne pouvait détacher ses yeux de la porte qui séparait sa mère du reste du monde, son petit cœur battant la chamade chaque fois qu'un professionnel en blanc entrait ou sortait de cet environnement effrayant. « Pourquoi maman ne se réveille-t-elle pas, papa ?» demanda-t-elle pour la 3e fois, remarquant comment son père évitait de la regarder directement dans les yeux en répondant que tout irait bien. Le lourd silence fut brisé lorsque le médecin émergea enfin de la salle d'urgence, son visage portant une expression qui fit qu'Ivy serra encore plus fort son sac à dos. Il s'approcha de Wesley à grands pas, tenant une planchette pleine de papier qui bruissait à chaque mouvement. « Monsieur Wesley, nous devons parler en privé de l'état de votre femme. Les tests ont révélé quelque chose de très inquiétant, » dit le médecin d'un ton professionnel à peine voilé par la gravité de la situation. L'infirmière s'approcha d'Ivy en lui offrant un verre d'eau et un sourire doux qui n'atteignait pas ses yeux inquiets. La fille observa attentivement son père et le médecin se déplacer vers un coin plus isolé du couloir, leur voix étouffée par la distance et le bruit constant de l'hôpital. Cependant, elle réussit à entendre des mots dispersés qui lui donnèrent le tournis. Accumulation progressive de toxines, empoisonnement progressif. Le visage de Wesley pâlit visiblement tandis que le médecin poursuivait son explication, montrant divers papiers contenant des graphiques et des chiffres qu'Ivy ne comprenait pas. De sa position, son père passa sa main dans ses cheveux plusieurs fois, un geste qu'elle connaissait bien. Il le faisait toujours lorsqu'il était très nerveux ou planifiait quelque chose d'important. Comment est-ce possible ? Sabrina a toujours été si attentive à sa santé, entendit-elle dire son père d'une voix tremblante, d'une manière qui semblait étrangement artificielle aux oreilles attentives de la fille. La discussion continua pendant plusieurs minutes, le médecin gesticulant avec emphase en expliquant quelque chose de plus en plus grave. Ivy remarqua que son père serrait le dossier de travail de sa mère si fort que ses doigts devenaient blancs. Le médecin mentionna des mots comme enquête et protocole de sécurité, poussant Wesley à faire un pas en arrière involontairement, comme s'il avait reçu un coup invisible au ventre. L'infirmière tenta de distraire Ivy avec des questions sur l'école et les dessins, mais la fille gardait les yeux fixés sur la scène qui se déroulait à quelques mètres de là. Elle vit le médecin remettre un document à son père qui ressemblait à un rapport détaillé. « Nous devons trouver la source de cette contamination le plus rapidement possible. Votre femme est lentement empoisonnée, monsieur Wesley, et si nous n'identifions pas rapidement la cause, la situation pourrait devenir irréversible, déclara-t-il d'une voix maintenant plus ferme et autoritaire. Wesley entra dans la salle d'urgence comme une tempête, sa voix élevée résonnant sur les murs blancs alors qu'il exigeait de parler au médecin traitant. Sabrina continuait de dormir, son visage pâle contrastant avec les draps de l'hôpital tandis que divers équipements surveillaient ses signes vitaux. L'infirmière tenta d'intervenir en expliquant que la patiente avait besoin de repos absolu, mais Wesley l'ignora complètement, sa présence dominant l'environnement comme une ombre menaçante. Le médecin de garde retourna dans la salle, tenant toujours les résultats alarmants des tests dans ses mains. Son expression était un mélange de préoccupation professionnelle et de méfiance lorsque Wesley commença à questionner de manière agressive chaque procédure suggérée. « Ma femme ne peut pas rester admise ici. Elle a une entreprise à gérer, une fille à s'occuper. Je la ramène chez nous où je peux m'occuper personnellement d'elle, » déclara Wesley, sa voix ne laissant aucune place à l'argumentation.
L'équipe médicale se rassembla rapidement dans un coin de la salle, discutant à voix basse mais avec urgence de la situation inhabituelle qui se présentait. Le médecin revint face à Wesley, son expérience évidente dans sa posture ferme. « Monsieur Wesley, votre femme présente des niveaux alarmants de toxines dans son corps. Elle a besoin d'une surveillance constante et de tests spécifiques pour identifier la source de l'empoisonnement. La ramener chez vous en ce moment serait extrêmement risqué, expliqua-t-il, sa voix transparente avec frustration et préoccupation. Ivy sentit son cœur se serrer lorsqu'elle vit sa mère bouger légèrement dans son lit, comme si elle faisait un cauchemar. Wesley se plaça immédiatement entre Sabrina et les médecins, sa posture protectrice semblant plus menaçante que réconfortante. « Je me fiche de ce que vous pensez. J'emmène ma femme à la maison aujourd'hui, même si je dois appeler mes avocats, déclara-t-il, sa voix coupant l'air comme une lame tranchante. La tension dans la salle atteignit son apogée lorsque Wesley commença à déconnecter les équipements de surveillance, ignorant les protestations véhémentes de l'équipe médicale. « Je signerai toutes les décharges de responsabilité nécessaires. Sabrina rentre chez moi maintenant, déclara-t-il en attrapant son téléphone pour passer un appel, probablement à son équipe juridique. La chambre principale de la maison familiale avait été transformée en une petite infirmerie de fortune. Sabrina reposait sur le lit king size, maintenant entourée d'équipements médicaux que Wesley avait acquis en un temps record. Ivy restait assise dans son fauteuil préféré, celui que sa mère utilisait pour lire des histoires au coucher, observant chaque mouvement dans la pièce avec les yeux attentifs de son enfant. L'infirmière privée engagée par Wesley vérifiait périodiquement les signes vitaux de Sabrina, prenant des notes sur une planchette avec une expression préoccupée qu'elle tentait en vain de dissimuler. Ivy remarqua comment la professionnelle fronçait les sourcils chaque fois qu'elle consultait les résultats des tests, comme si quelque chose n'allait pas. « Monsieur Wesley, les valeurs restent instables. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconsidérer l'admission à l'hôpital ?» demanda l'infirmière, recevant en réponse un regard glacial. La journée traîna lentement alors que Sabrina alternait entre un sommeil profond et de brefs moments de conscience confuse. Lors d'une de ses veilles, elle parvint à ouvrir légèrement les yeux, cherchant quelque chose ou quelqu'un dans la pièce. Ivy courut pour lui tenir la main, mais Wesley était plus rapide, se plaçant entre sa mère et sa fille avec un mouvement fluide. « Elle a besoin de se reposer, ma chère. Pourquoi ne vas-tu pas faire tes devoirs à la bibliothèque ?» suggéra-t-il, sa voix mélodieuse contrastant avec la fermeté de ses mains alors qu'il ajustait les oreillers. Faisant semblant d'obéir, Ivy se dirigea vers la porte mais s'arrêta dans le couloir, cachée par l'ombre des lourds rideaux que sa mère adorait. De là, elle avait une vue partielle de la pièce et pouvait observer son père sans être remarqué. Wesley attendit quelques minutes, s'assurant qu'il était seul avec Sabrina avant de sortir quelque chose de la poche intérieure de sa veste, une petite bouteille en verre ambré qu'il tenait avec un soin extrême. La fille retint son souffle lorsqu'elle vit son père s'approcher de la perfusion intraveineuse, infusant lentement dans la veine de sa mère avec des mouvements précis et presque professionnels. Il retira le capuchon de la bouteille et ajouta quelques gouttes du liquide mystérieux à la solution claire. Le cœur d'Ivy battait si fort qu'elle craignait d'être entendue en regardant la substance inconnue se mélanger aux médicaments prescrits par les médecins. Wesley rangea rapidement la bouteille dès qu'il entendit des pas dans le couloir. C'était l'infirmière revenant de sa courte pause. Ivy se cacha davantage dans les ombres, son esprit enfantin traitant ce qu'elle venait de voir. Les mots qu'elle avait entendus à l'hôpital résonnaient dans sa tête. Empoisonnement progressif, toxines, contamination. Son père, l'homme qui devait protéger sa famille, faisait quelque chose de terrible à sa mère. Le téléphone que sa grand-mère Marjorie lui avait donné semblait brûler dans sa poche. Ivy savait qu'elle devait agir, mais la peur la paralysait. Son père, toujours si aimant et protecteur, se révélait maintenant comme une menace sombre. Elle le regarda stocker la bouteille dans une petite boîte en bois, la verrouillant avec une clé qu'il accrocha autour de son cou avec d'autres, y compris la clé du bureau où il gardait tous les documents importants de l'entreprise. Une idée commença à se former dans l'esprit d'Ivy alors qu'elle regardait son père vérifier une dernière fois la perfusion altérée. Elle devait trouver un moyen d'obtenir cette bouteille pour prouver que quelque chose de terrible se passait dans sa famille apparemment parfaite. Le téléphone dans sa poche était sa seule connexion avec le monde extérieur, sa seule chance de sauver sa mère, mais d'abord, elle avait besoin de preuves et elle savait exactement où chercher. Les mots de sa grand-mère Marjorie résonnaient dans son esprit, « Fais confiance à tes instincts, petite. Si quelque chose semble mal, c'est probablement le cas. » Et à ce moment-là, cachée dans les ombres de sa propre maison, Ivy savait qu'elle devait agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard pour sa mère.
Le bureau du président, autrefois un environnement accueillant reflétant la personnalité marquante de Sabrina, émanait maintenant une atmosphère complètement différente sous le commandement de Wesley. Les cadres photos de famille furent remplacés par des tableaux impersonnels et le doux arôme de fleurs fraîches que Sabrina gardait toujours laissa place à un air lourd et suffocant. Les employés passant dans le couloir pouvaient entendre la voix autoritaire de Wesley à travers la porte, donnant des ordres qui contredisaient complètement le style de gestion qu'il connaissait depuis des années. L'assistante exécutive qui travaillait avec Sabrina depuis plus d'une décennie regardait avec appréhension alors que Wesley fouillait dans chaque tiroir du bureau du président, retirant des documents et réorganisant tout à sa manière. Ses mains tremblaient légèrement en tenant une pile de correspondances à livrer, se souvenant des mots gentils que Sabrina avait toujours eus pour tout le monde, en contraste avec le regard froid que Wesley lui lançait maintenant. Désormais, aucune correspondance ou document n'entrera dans ce bureau sans mon approbation, déclara-t-il d'abord, sa voix tranchant le silence comme un rasoir. Le directeur financier entra dans la pièce portant un dossier plein de documents nécessitant une signature urgente. Son visage montrait une préoccupation évidente alors qu'il expliquait à Wesley les décisions importantes qui ne pouvaient attendre le retour de Sabrina. Wesley prit le stylo doré que sa femme chérissait, un cadeau de son père lorsqu'elle avait assumé la présidence, et commença à signer les papiers sans même les lire. Sabrina me fait entièrement confiance dans mon jugement. Pendant qu'elle se rétablit, toutes les décisions passent par moi, déclara-t-il avec un sourire énigmatique sur les lèvres. La nouvelle de la présidence temporaire de Wesley se répandit dans les couloirs de l'entreprise comme une traînée de poudre. Les employés échangeaient des regards inquiets et des conversations chuchotées dans les coins, surtout lorsqu'il convoqua une réunion extraordinaire avec tous les managers. La salle de réunion, autrefois un espace de dialogue et de construction collective, semblait maintenant une arène où chacun attendait anxieusement le prochain mouvement du nouveau leader temporaire. Wesley resta debout devant l'équipe rassemblée, sa posture dominante tandis qu'il présentait une série de changements radicaux dans la gestion de l'entreprise. Ces mots sonnaient comme des menaces voilées alors qu'il parlait de restructuration nécessaire et de nouvelles directions administratives. La peur était palpable dans l'air lorsqu'il annonça qu'il allait effectuer une analyse approfondie de chaque département, promettant des changements significatifs dans le personnel. La secrétaire exécutive regardait tout depuis son poste, le cœur serré en voyant l'entreprise que Sabrina avait construite avec tant d'amour se transformer sous ses yeux. Elle tenta d'appeler Marjorie, la mère de Sabrina, mais Wesley avait bloqué tous les appels sortants qui n'étaient pas préalablement autorisés par lui. Désormais, toutes les communications passent par mon bureau. Nous devons centraliser les informations pour protéger les intérêts de l'entreprise, déclara-t-il, sa voix ne laissant aucun doute sur les conséquences de la désobéissance à ses ordres. La journée traîna lourdement alors que Wesley convoquait un employé après l'autre pour des réunions privées dans son nouveau bureau. Chaque personne qui quittait cette salle semblait plus abattue que la précédente et les chuchotements dans les couloirs commençaient à porter des tons de désespoir. Un employé plus âgé fut vu en train de pleurer dans les toilettes, répétant sans cesse que Sabrina devait revenir bientôt avant qu'il ne soit trop tard. Dans le bureau du président, Wesley organisait méthodiquement une série de documents dans des dossiers colorés, les séparant avec une précision presque chirurgicale. Son téléphone portable sonnait constamment, mais il ne répondait qu'après avoir soigneusement vérifié le numéro de l'appelant. Lors de l'un de ses appels, sa voix prit un ton différent, presque satisfait. « Oui, tout se passe comme prévu. Sabrina est en sécurité à la maison et l'entreprise est maintenant sous mon contrôle total. » L'atmosphère dans l'entreprise changea radicalement le matin suivant lorsque Wesley arriva portant une liste dans ses mains. La secrétaire exécutive l'observait avec appréhension à travers la porte vitrée de son bureau, remarquant comment il souriait avec satisfaction en parcourant les noms écrits sur le papier un par un. Les employés de longue date étaient appelés dans son bureau, repartant quelques minutes plus tard avec des expressions dévastées et des cartons contenant leurs affaires personnelles. « Restructuration », dit-il froidement sans offrir d'explications supplémentaires. Le premier à être licencié fut le chef du département financier qui travaillait aux côtés de Sabrina depuis la fondation de l'entreprise. L'homme quitta le bureau de Wesley dans un état de choc, portant 2 décennies de dévouement dans une petite boîte. Ces derniers mots résonnèrent dans le couloir silencieux, « Sabrina ne permettra jamais cela. Cette entreprise est comme une famille pour elle. » Wesley observa simplement son départ avec un sourire froid, rayant un autre nom de sa liste avec une ligne rouge décisive. La vague de licenciements continua tout au long de la journée, touchant principalement ceux qui entretenaient une relation étroite avec Sabrina. La responsable des ressources humaines, qui connaissait chaque employé par son nom et ses histoires, fut la suivante.
Elle tenta d'argumenter en présentant des chiffres démontrant l'efficacité de son équipe, mais Wesley l'interrompit brusquement. Votre loyauté est admirable, mais elle est dirigée vers la mauvaise personne. Sabrina n'est plus en charge et j'ai besoin de personnes qui comprennent cette nouvelle réalité, déclara-t-il, sa voix portant une menace voilée. Le couloir, autrefois rempli de voix animées et de rires, était maintenant immergé dans un silence mortel. Les employés restants se déplaçaient comme des ombres, évitant le contact visuel les uns avec les autres, craignant d'être les prochains sur la liste de Wesley. La secrétaire exécutive observait impuissante les personnes qu'elle considérait comme sa famille être escortées hors du bâtiment par des agents de sécurité nouvellement embauchés. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait en vain de contacter Sabrina. Dans le département juridique, l'avocate qui avait géré les contrats les plus importants de l'entreprise pendant 15 ans rassembla silencieusement ses affaires avant de partir. Elle réussit à murmurer à une collègue. « Quelque chose de très mal se passe ici. Wesley est en train d'éliminer systématiquement tous ceux qui connaissent les secrets de l'entreprise. » Elle fut interrompue en plein milieu de sa phrase par la présence intimidante de Wesley, qui l'accompagna doucement hors du bureau. Le directeur de la technologie, réalisant qu'il serait le prochain, tenta désespérément de faire des copies de sauvegarde des fichiers importants, mais son accès au système fut bloqué avant qu'il ne puisse terminer. Wesley le retrouva dans son bureau, tapant frénétiquement sur son ordinateur. « Ne t'inquiète pas pour ces fichiers. L'entreprise est entre de bonnes mains maintenant, dit-il d'un ton faussement rassurant, contrastant avec l'éclat menaçant dans ses yeux. À chaque heure qui passait, davantage de visages familiers disparurent, remplacés par des inconnus. Wesley fit entrer de nouveaux employés de l'extérieur, des personnes au regard vide et au sourire mécanique, occupant les bureaux de ceux qui avaient dédié des années de leur vie à l'entreprise de Sabrina. Lorsqu'un employé plus âgé du département comptable fut licencié, il cria dans le hall « Ce n'est pas une restructuration, c'est une destruction systématique de tout ce que Sabrina a construit. » Le département marketing, que Sabrina considérait comme le cœur créatif de l'entreprise, fut complètement démantelé. La directrice du secteur, une femme qui avait grandi professionnellement sous le mentorat de Sabrina, fut la dernière à partir, portant non seulement ses affaires mais aussi des années de projets et de rêves partagés. Sabrina nous faisait confiance dans notre vision. Ce que fait Wesley n'est pas seulement cruel, c'est destructeur, confia-t-elle, ses mots chargés de profonde tristesse. Le soleil se couchait déjà lorsque Wesley termina enfin sa liste de licenciements. Il regardait par la fenêtre de son nouveau bureau alors que les derniers employés de l'ancien personnel quittaient le bâtiment, certains en pleurs, d'autres en état de choc. Son téléphone sonna, après avoir vérifié le numéro, il répondit avec un sourire satisfait. Phase 1 terminée. L'entreprise est débarrassée de toute interférence indésirable, nous pouvons passer à l'étape suivante du plan. Le silence qui régnait dans l'entreprise le lendemain matin était différent de tout ce que ces murs avaient jamais été témoins. La secrétaire exécutive, l'une des rares anciennes employées restantes toujours accrochée à son poste, réalisa que quelque chose d'encore plus perturbant commençait à se produire. Des dossiers importants qu'elle avait elle-même organisés pendant des années aux côtés de Sabrina commençaient à disparaître mystérieusement des tiroirs. Son cœur s'emballa lorsqu'elle ouvrit le dossier principal et ne trouva que des espaces vides là où des documents cruciaux avaient autrefois été. Les nouveaux employés recrutés par Wesley circulaient dans les couloirs comme des ombres silencieuses, transportant des piles de documents jusqu'au bureau du président. La secrétaire observait impuissante la disparition des contrats originaux, des dossiers financiers et des projets stratégiques sans aucune explication ni enregistrement de protocole. Lorsqu'elle tenta d'interroger l'un d'eux sur le mouvement irrégulier des dossiers, elle ne reçut qu'un regard glacial et des paroles coupantes, des ordres directs du président intérimaire dans le département juridique désormais occupé. Des armoires entières furent vidées du jour au lendemain. L'organisation méticuleuse d'antan de Sabrina avait été remplacée par un chaos intentionnel où les documents importants se mêlaient à des papiers sans importance. La secrétaire trouva dans une poubelle une liste partielle de contrats confidentiels que Sabrina gardait dans son coffre-fort personnel. Son sang se glaça lorsqu'elle réalisa que tous ces documents avaient disparu. Wesley circulait dans l'entreprise avec un sourire satisfait, semblant ignorer la disparition systématique des dossiers sur son bureau. Cependant, un dossier rouge attira l'œil, le même que Sabrina utilisait pour garder les documents les plus importants de l'entreprise. Lors d'une rare absence de Wesley dans la salle, la secrétaire réussit à jeter un coup d'œil à son contenu partiellement. Il s'agissait des contrats originaux des plus gros clients de l'entreprise, tous avec des modifications manuscrites des clauses principales.
le coffre-fort principal de l'entreprise, dont la combinaison n'était connue que de Sabrina, semblait ouvert un matin. La secrétaire exécutive, passant devant la salle où il était situé, vit deux hommes inconnus retirer des piles de documents et les placer dans des valises noires. Lorsqu'elle tenta d'enregistrer le mouvement dans le registre de protocole, elle découvrit que le livre lui-même avait mystérieusement disparu. Les quelques anciens employés restants commencèrent à remarquer des schémas étranges. Des fichiers numériques importants présentaient des erreurs d'accès, des dossiers entiers disparaissaient des serveurs sans laisser de traces, et d'anciens emails étaient mystérieusement supprimés. Un technicien informatique, avant d'être licencié, réussit à chuchoter à la secrétaire « Ils effacent l'histoire de l'entreprise, détruisant toutes les preuves de comment les choses étaient avant ». Lors d'un après-midi particulièrement tendu, la secrétaire exécutive trouva près du bureau de Wesley un petit morceau de papier avec une liste de documents. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle reconnut les titres. C'étaient les mêmes fichiers que Sabrina avait mentionnés comme étant vitaux pour la protection de l'entreprise. Lorsqu'elle tenta de vérifier ces documents à leurs emplacements habituels, elle ne trouva que des dossiers vides et des tiroirs saccagés. La situation atteignit un nouveau niveau de gravité lorsque la secrétaire découvrit que même les documents personnels de Sabrina commençaient à disparaître. De vieilles photos de la fondation de l'entreprise, des certificats de récompense, des moments de nombreuses années de travail, tout disparaissait sans laisser de traces. À un moment de distraction de Wesley, elle parvint à prendre une photo de son bureau avec son téléphone portable, capturant des images de documents importants étant méthodiquement détruits. La panique commença à s'installer lorsque la secrétaire réalisa qu'il n'y avait plus aucun enregistrement des transactions financières des 5 dernières années. Les dossiers que Sabrina gardait méticuleusement organisés dans son dossier personnel avaient été complètement vidés. À leur place, seuls des papiers sans importance et quelques feuilles blanches remplissaient les tiroirs, comme si quelqu'un essayait de maintenir les apparences. Dans son dernier acte de résistance avant de quitter l'entreprise ce soir-là, la secrétaire exécutive cacha dans son sac un seul document qu'elle parvint à sauver. Un petit carnet où Sabrina avait noté ses mots de passe et codes les plus importants. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle pouvait entendre la voix de Wesley au téléphone dans son bureau. Tout se passe comme prévu, bientôt il ne restera plus aucune trace du passé de cette entreprise. Sabrina ne pourra jamais reprendre le contrôle, même si elle se réveille de son profond sommeil. Le lendemain, la chambre dans le manoir était plongée dans une obscurité artificielle créée par les lourds rideaux que Wesley insistait à garder fermés. Sabrina, assise sur le lit avec des oreillers soutenant son dos, luttait contre la somnolence constante causée par les médicaments. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de concentrer sa vision sur les formes floues qu'elle pouvait distinguer autour d'elle. L'infirmière privée venait d'administrer une nouvelle dose de ce que Wesley appelait des vitamines, laissant Sabrina encore plus confuse et vulnérable. Wesley entra dans la pièce portant une mallette en cuir noir que Sabrina reconnaissait vaguement comme provenant du bureau juridique de son entreprise. Il se déplaçait avec une hâte contrôlée, vérifiant rapidement le couloir avant de refermer la porte derrière lui. Approchant le lit de grands pas déterminés, il commença à étaler divers documents sur les genoux de Sabrina, son visage montrant une urgence qui ne correspondait pas à son habituel contrôle de soi. « Chérie, nous devons régler quelques affaires en suspens de l'entreprise, juste quelques signatures de routine, » dit-il de sa voix mielleuse, dissimulant une anxiété à peine contenue. Sabrina tenta de prendre un des papiers pour lire, mais ses mains étaient trop lourdes, ses yeux refusaient de se concentrer sur les lettres qui semblaient danser devant elle. Wesley tenait sa main avec une fermeté excessive, la guidant vers les endroits marqués pour la signature. « Ne t'inquiète pas pour les détails maintenant, mon amour, fais-moi confiance, je m'occupe de tout, comme tu l'as toujours fait, » murmura-t-il à son oreille, pressant le stylo entre ses doigts faibles. Un mouvement à la porte attira l'attention de Sabrina. C'était Ivy, sa fille, debout silencieusement dans le couloir, observant la scène avec des yeux effrayés. Wesley remarqua la présence de sa fille et bloqua rapidement sa vue, se positionnant stratégiquement entre elle et le lit. « Ivy, ma chère, ta mère doit s'occuper de quelques affaires importantes, pourquoi ne vas-tu pas jouer dans le jardin ?» suggéra-t-il de son ton, ne laissant aucune place à la discussion. Sabrina tenta d'appeler sa fille, mais sa voix ne sortit que comme un murmure inaudible. Le temps s'éternisa alors que Wesley guidait méthodiquement la main de Sabrina sur document après document. Elle réussit à attraper quelques mots épars qui lui serrèrent le cœur: transfert de procuration, renonciation des droits. Elle tenta de résister, de retirer sa main, mais Wesley la tenait fermement, déguisée en affection. « C'est presque fini, ma chérie, tu fais un excellent travail », répéta-t-il de sa voix monotone, se fondant dans le bourdonnement dans ses oreilles.
Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque Wesley rassembla enfin tous les documents signés. Sabrina, à travers sa vision floue, le regarda organiser méthodiquement les papiers dans sa mallette, les séparant avec une précision chirurgicale. Son esprit embrouillé enregistrait le son de petits pas précipités s'éloignant dans le couloir. Ivy avait été témoin de toute la scène depuis sa cachette derrière la porte. Wesley vérifia chaque signature avec une attention méticuleuse, ses yeux brillants de satisfaction, une expression que Sabrina n'avait jamais vue auparavant. « Tu as bien agi, Sabrina. Repose-toi maintenant, je m'occupe de tout », dit-il en s'approchant pour embrasser son front de lèvres froides. L'infirmière retourna dans la pièce avec une nouvelle seringue contenant le liquide que Sabrina commençait déjà à redouter. Wesley observait avec intérêt l'administration du médicament, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. « Cela t'aidera à te reposer, ma chère, tu as besoin de retrouver tes forces, » dit-il, sa voix semblant de plus en plus lointaine alors que la conscience de Sabrina commençait à s'effriter. Avant de se rendre complètement au sommeil induit, Sabrina eut un moment de lucidité. À travers sa vision floue, elle vit Wesley soigneusement ranger un document différent des autres dans sa veste, une feuille avec l'entête dorée qu'elle reconnaîtrait n'importe où. C'était le contrat de propriété principal de son entreprise. « Wesley, que fais-tu » tenta-t-elle de demander, mais ses mots se perdirent dans un murmure inaudible tandis que l'obscurité l'enveloppait de nouveau. Marjorie se tenait à la porte principale du manoir, ses mains serrant son sac à main fermement, observant la fenêtre de la chambre de Sabrina. C'était la 3e fois cette semaine qu'elle tentait de rendre visite à sa fille. Encore une fois, elle rencontra de la résistance. Le nouveau gardien de sécurité embauché par Wesley maintenait sa position inflexible, répétant le même discours répété. « Je suis désolé, madame, mais le docteur Wesley a donné des ordres express. Madame Sabrina a besoin d'un repos absolu et ne peut pas recevoir de visiteurs. » Le bruit de pas précipités attira son attention. Pendant un instant, le cœur de Marjorie se remplit d'espoir en voyant Ivy courir vers elle. Cependant, avant que la fille ne puisse atteindre sa grand-mère, Wesley apparut sur le perron, sa voix coupant l'air comme un rasoir. « Ivy, retourne à l'intérieur maintenant, ta grand-mère doit s'occuper de choses importantes. » Alors que Marjorie quittait, l'enfant se figea à mi-chemin, ses grands yeux transmettant une supplique silencieuse d'aide qui brisa le cœur de Marjorie. Dans la chambre principale, Sabrina luttait contre la brume constante enveloppant son esprit, essayant de comprendre pourquoi sa mère ne venait pas lui rendre visite. À travers la fenêtre, elle réussit à distinguer la silhouette familière de Marjorie, une fois de plus refusant l'entrée. Ses tentatives pour sortir du lit furent rapidement empêchées par l'infirmière privée qui répétait les ordres de Wesley comme un mantra. « Tu as besoin d'une tranquillité absolue pour te rétablir, les visiteurs peuvent causer une agitation inutile. » Marjorie observait impuissante Wesley descendre les escaliers d'entrée, son visage portant un masque de préoccupation qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Chère belle-mère, comprends que c'est pour le bien de Sabrina. » Le docteur était très clair sur la nécessité d'isoler pendant le traitement, toute perturbation émotionnelle pourrait être préjudiciable à sa guérison, expliqua-t-il, sa voix mielleuse portant une menace voilée qui fit frissonner Marjorie. La tension dans l'air était palpable alors que Wesley se rapprochait de Marjorie, abaissant la voix pour que seule elle puisse l'entendre. « Ne me force pas à prendre des mesures plus drastiques, belle-mère. Une ordonnance restrictive judiciaire serait très désagréable pour nous tous, n'est-ce pas ?» Marjorie sentit ses jambes faiblir, mais elle tint bon, ses yeux fixés sur Wesley, reconnaissant enfin le monstre caché derrière la façade du gendre dévoué. À l'intérieur de la maison, Ivy observait tout, caché derrière les rideaux du salon, ses petites mains serrant le téléphone secret que sa grand-mère lui avait donné. Elle voulait crier, courir vers Marjorie et lui dire tout ce qui se passait, mais la peur la paralysait. Les mots qu'elle avait entendus plus tôt de son père résonnaient encore dans son esprit. « Si ta grand-mère continue d'interférer, ta mère pourrait avoir une rechute très grave. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas ?» Wesley circulait autour de la chambre de Sabrina comme un prédateur, ajustant les rideaux et vérifiant les médicaments avec une attention exagérée. Chaque fois qu'elle mentionnait sa mère, il changeait rapidement de sujet ou augmentait la dose de ses médicaments. « Ta mère voyage, ma chère, elle comprend que tu as besoin de paix pour te rétablir, » répétait-il en administrant une autre dose du liquide mystérieux dans la ligne 4 de Sabrina. La journée s'éternisait avec une lenteur cruelle tandis que Marjorie restait dans sa voiture, stationnée à une distance sur du manoir, ses larmes silencieuses embuant sa vision alors qu'elle observait la fenêtre de la chambre de sa fille, remarquant les ombres se déplacer derrière les rideaux toujours fermés. Son téléphone restait silencieux, toutes ses tentatives de contact bloquées par les ordres de Wesley.
L'infirmière privée observait toute la situation avec un mélange de préoccupation et de complicité forcée. Elle avait été témoin de Wesley modifiant les doses de médicaments, mais ses tentatives de le questionner étaient toujours accueillies par des menaces voilées concernant son emploi et sa licence professionnelle. « Souviens-toi, ton rôle ici est seulement d'administrer les médicaments comme je l'ordonne, rien de plus », avait-il dit sur un ton très menaçant. La secrétaire exécutive regardait l'écran de son ordinateur avec une horreur grandissante lorsqu'une autre notification de transfert d'actifs apparut dans son système. Travaillant tard dans la nuit, elle avait découvert une série de mouvements suspects, des départements entiers transférés vers des entreprises inconnues, toutes récemment enregistrées. Ses mains tremblaient alors qu'elle notait chaque transaction dans son carnet personnel, le seul enregistrement auquel Wesley ne pouvait pas accéder. Le secteur de production, le plus grand et le plus rentable de l'entreprise, fut le premier à être démantelé silencieusement. Le transfert eut lieu dans les premières heures du matin, lorsque seuls les nouveaux gardiens de sécurité étaient présents dans le bâtiment. Les employés arrivaient le matin pour trouver leurs badges bloqués et leurs affaires emballées, étant informés qu'ils travaillaient désormais pour une nouvelle entreprise. « C'est juste une restructuration administrative », expliquaient les nouveaux managers d'une voix robotique, récitant le script préparé par Wesley dans le bureau du président. Wesley tenait des réunions secrètes avec des hommes d'affaires inconnus, tous entrant par l'arrière du bâtiment pour éviter d'être vus. La secrétaire pouvait entendre des fragments de conversation à travers la porte, des chiffres astronomiques négociés, des pourcentages discutés à voix basse, et le nom de Sabrina mentionné avec mépris. Elle ne saura jamais ce qui s'est passé lorsqu'elle se réveillera, il ne restera rien à récupérer, entendait-elle Wesley assurer à l'un des acheteurs. Le département juridique, désormais composé d'avocats recrutés par Wesley, produisait des documents à un rythme frénétique. Des contrats de vente étaient rédigés avec des clauses complexes qui cachaient la véritable nature des transactions. La secrétaire remarqua que tous les documents avaient une chose en commun. Ils étaient rétrodatés pour donner l'impression qu'ils avaient été signés avant la maladie de Sabrina, une manœuvre juridique qui rendrait presque impossible de contester les ventes à l'avenir. Un par un, les secteurs les plus importants de l'entreprise furent vendus à différents acheteurs, tous apparemment connectés à travers un réseau complexe de sociétés écrans. Après des recherches minutieuses, la secrétaire découvrit que tous les chemins menaient à une société holding unique enregistrée dans un paradis fiscal dont le propriétaire restait un mystère. Ses soupçons grandissaient à chaque nouvelle découverte, mais elle savait qu'elle devait maintenir les apparences pour continuer à avoir accès à l'information. Les caméras de sécurité enregistraient un flux constant de camions quittant les entrepôts de l'entreprise la nuit, du matériel de valeur, des dossiers importants et même des meubles historiques étant discrètement enlevés et expédiés vers des destinations inconnues. La secrétaire réussit à photographier en secret certains des documents d'expédition, notant qu'ils étaient tous signés avec la même autorisation falsifiée de Sabrina. Wesley commença à passer plus de temps au téléphone, parlant toujours en code que lui et ses complices seuls comprenaient. Lors de l'une de ces conversations, accidentellement entendue par la secrétaire, il semblait particulièrement excité. Le plan fonctionne parfaitement. Dans moins d'une semaine, il ne restera plus rien de l'entreprise pour Sabrina à récupérer. Tout sera divisé et vendu avant que quiconque ne réalise ce qui se passe vraiment. La situation atteignit un nouveau niveau de gravité lorsque la secrétaire découvrit un document partiellement déchiré dans la poubelle de Wesley. En reconstituant soigneusement les morceaux, elle put comprendre que le plan était encore plus sinistre qu'elle ne l'avait imaginé. L'entreprise n'était pas seulement vendue, elle était systématiquement détruite, avec ses actifs répartis de manière à rendre sa reconstitution impossible. Le bâtiment principal, dernier bastion de l'empire construit par Sabrina, avait déjà des acheteurs intéressés. La secrétaire surprit Wesley en train de négocier sa vente à un prix bien inférieur à la valeur du marché, à condition que la transaction soit conclue rapidement et avec une discrétion absolue. Une fois le bâtiment vendu, il n'y aura plus de retour en arrière, Sabrina perdra tout, y compris son bureau privé avec toutes les preuves qu'elle pourrait utiliser contre nous, assura-t-il à l'acheteur. Sous une pile de papier apparemment sans importance sur son bureau, la secrétaire gardait un enregistrement détaillé de tous les mouvements suspects. Ces notes révélaient un schéma clair de destruction systématique de l'entreprise, une stratégie méticuleusement planifiée pour laisser Sabrina sans rien lorsqu'elle, si elle se remettait, n'aurait rien. Le téléphone dans son tiroir semblait peser une tonne. Elle savait qu'elle devait alerter quelqu'un, mais qui croirait-elle? Ces mots contre le pouvoir que Wesley détenait désormais. Les premières heures du matin n'étaient pas encore terminées lorsque Wesley entra silencieusement dans son bureau privé.
La lueur bleutée de son ordinateur illuminait son visage alors qu'il tapait furieusement une séquence de codes d'accès qu'il avait volés à Sabrina. L'écran affichait les soldes bancaires de l'entreprise, des chiffres astronomiques représentant les années de travail acharné de sa femme. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres alors qu'il initiait le premier transfert. Les valeurs commencèrent à bouger comme des pièces sur un échiquier, chaque mouvement étant méticuleusement planifié pour ne laisser aucune trace. Wesley avait créé un réseau complexe de comptes fantômes, tous interconnectés comme une toile invisible qui conduirait l'argent à sa destination finale. Le doux bruit des touches de clavier était la seule chose rompant le silence sépulcral de la maison, tandis que des millions disparaissaient avec chaque commande exécutée. L'assistante exécutive, qui avait décidé de dormir dans le bureau pour surveiller les mouvements suspects, regardait horrifiée l'écran de son ordinateur. Le système affichait des alertes consécutives de transferts effectués, tous autorisés avec les identifiants de Sabrina. Ses mains tremblaient alors qu'elle enregistrait chaque mouvement dans son carnet secret, regardant la fortune de l'entreprise disparaître littéralement devant ses yeux. Mon Dieu, il prend tout, il ne restera rien pour Sabrina. L'horloge indiquait 4 heures du matin lorsque Wesley commença la phase la plus audacieuse de son plan. Avec quelques clics, il commença à transférer les réserves d'urgence de l'entreprise, l'argent que Sabrina avait économisé au fil des décennies pour protéger les employés en période difficile. L'écran montrait des barres de progression avançant lentement, chacune représentant une autre partie de l'empire de Sabrina étant drainée vers des comptes dans des paradis fiscaux. En bas, Ivy se réveilla d'un cauchemar. Quelque chose dans son cœur d'enfant lui disait que quelque chose de terrible se passait. Elle se rendit silencieusement au bureau de son père, s'arrêtant devant la porte à moitié ouverte. À travers l'entrebâillement, elle vit Wesley sourire à l'écran de l'ordinateur, ses mains bougeant rapidement sur le clavier alors qu'il marmonnait pour lui-même, c'est si facile de détruire ce qu'il lui a fallu des années pour construire. L'assistante exécutive regardait impuissante les dernières réserves financières de l'entreprise se vider. Son écran affichait des informations de transferts confidentiels pour des transferts internationaux, tous à des destinations obscures dans des pays lointains. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle savait aussi que tout faux pas pourrait mettre Sabrina en danger encore plus. Si j'alerte les autorités maintenant, ils pourraient faire quelque chose d'encore pire pour elle, pensa-t-elle. Wesley vérifia chaque transfert avec une attention méticuleuse, s'assurant qu'il n'y avait pas de faille dans son plan. Ses yeux brillaient d'une satisfaction malsaine alors qu'il voyait les chiffres sur son écran diminuer de plus en plus. Le doux bruit des pas dans le couloir le fit hésiter un instant, mais ce n'était que l'infirmière faisant ses rondes nocturnes, totalement inconsciente du crime se déroulant à quelques mètres de là. Les heures s'égrenaient lentement alors que le plan de Wesley se déroulait. Chacun des comptes bancaires de l'entreprise était systématiquement vidé, l'argent passant par une série de transactions complexes qui rendraient impossible de retracer sa destination finale. Sur son bureau, un petit moniteur montrait Sabrina endormie dans sa chambre, ses rêves agités apaisés par les médicaments qu'il administrait régulièrement. L'aube se levait lorsque Wesley finalisa le dernier transfert, son visage reflétant sur le moniteur désormais éteint un sourire de satisfaction diabolique alors qu'il rangeait soigneusement un petit appareil dans son tiroir. La clé électronique contenant les codes d'accès au compte secret où tout l'argent était désormais caché. Quand elle se réveillera, il ne restera plus rien à récupérer. Pas un seul centime, pensa-t-il. Sabrina lutta contre le brouillard constant dans son esprit, essayant de se concentrer sur l'écran de son téléphone portable qu'elle avait réussi à cacher sous son oreiller. L'infirmière venait de partir après sa ronde nocturne, lui laissant quelques précieuses minutes de lucidité. Ses mains tremblaient alors qu'elle naviguait dans l'application bancaire, ses yeux s'élargissant d'horreur aux notifications de transferts effectués pendant les premières heures du matin. La pièce tournait autour d'elle alors qu'elle tentait de traiter les chiffres. La fortune entière de son entreprise avait simplement disparu malgré un effort surhumain. Sabrina réussit à se lever du lit, son corps refusant de répondre à chaque mouvement. Les mots sur l'écran du téléphone dansaient devant ses yeux, mais elle se força à continuer de lire. Transfert après transfert, elle vit le travail de sa vie être drainé vers des comptes inconnus. Son cœur battait de façon irrégulière alors qu'une terrible réalisation se formait dans son esprit. « Wesley, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait de tout ce que j'ai construit ?» Le bruit des pas dans le couloir fit rapidement cacher le téléphone par Sabrina, mais ses mouvements étaient trop lents à cause des médicaments. Wesley entra dans la chambre, la trouvant assise sur le lit avec l'appareil toujours visible sur ses genoux. Le sourire sur son visage disparut instantanément, remplacé par une expression que Sabrina n'avait jamais vue auparavant. « Alors, tu as enfin découvert, ma chère,
mais c'est dommage que tu sois délirante à cause des médicaments. Personne ne croira tes histoires, dit-il. Sabrina tenta de crier à l'aide, mais sa voix sortit faible, à peine audible. Ses jambes ne répondaient pas lorsqu'elle tenta de se lever et le monde autour d'elle commença à tourner de plus en plus vite. Wesley s'approcha calmement, prenant facilement le téléphone de ses mains. « Tu pensais vraiment pouvoir m'arrêter ? Regarde-toi, tu ne peux même pas te tenir debout. Qui va croire une femme droguée qui ne sait à peine où elle est ?» Des larmes coulaient sur le visage de Sabrina alors qu'elle luttait pour rester consciente. À travers sa vision floue, elle vit Wesley falsifier son 4, ajoutant plus du liquide qui la maintenait constamment sédatée. « Je t'en prie, ne fais pas ça », implora-t-elle, sa voix ne dépassant qu'un murmure. Wesley ne fit que sourire, ajustant la goutte du médicament tandis qu'il regardait sa femme lutter en vain contre les effets des drogues. Ivy, cachée dans le couloir, regardait avec horreur, elle voulait courir et aider sa mère, mais la peur la paralysait. À travers la porte entr'ouverte, elle pouvait voir sa mère tenter faiblement de repousser les mains de Wesley loin de l'équipement médical, ses mouvements devenant plus lents et désordonnés. « Je suis là pour toi », chuchota-t-elle pour elle-même, se sentant plus impuissante que jamais. Sabrina sentit sa conscience s'échapper de nouveau, mais elle continua de lutter avec la dernière force qu'elle pouvait rassembler. Elle tenta d'atteindre le bouton d'urgence près du lit, mais Wesley anticipa son mouvement et retira calmement l'appareil de sa portée. « Ne t'inquiète pas, ma chère, tu oublieras bientôt tout cela. Les médecins disent qu'il est normal d'avoir des hallucinations avec ces médicaments. » Le monde de Sabrina commença à s'assombrir sur les bords, mais elle pouvait encore entendre Wesley parler au téléphone avec quelqu'un, ses mots lui parvenant déformés. « Oui, elle fait encore une crise. Les délires s'aggravent. Je pense que nous devrons envisager cette clinique dont tu as parlé. » La panique se mêlait à la léthargie dans son corps, créant une sensation paralysante de terreur. L'infirmière revint dans la pièce attirée par le bruit de l'agitation. Sabrina tenta de communiquer son désespoir par son regard, mais la professionnelle se contenta de vérifier ses signes vitaux et d'ajuster la goutte 4 selon les instructions de Wesley. « Elle est très agitée aujourd'hui, nous devons augmenter la sédation », entendit-elle Wesley dire, sa voix semblant de plus en plus distante. Le bureau de Wesley était plongé dans une lumière tamisée lorsqu'il passa l'appel qui allait tout changer. Ses doigts tambourinaient sur le bureau alors qu'il attendait d'être connecté avec le directeur de la clinique psychiatrique la plus stricte de la région. Sabrina, encore confuse par les drogues, était retenue dans sa chambre après sa découverte des transferts bancaires. « Docteur, nous devons parler de ma femme. Elle a de sévères délires concernant des conspirations inexistantes et des vols, dit-il, sa voix débordant de fausses inquiétudes. » L'infirmière privée observait la scène avec un inconfort croissant alors que Wesley décrivait des symptômes qu'elle n'avait jamais vus chez Sabrina. De fausses notes sur des comportements paranoïaques et des épisodes psychotiques étaient méticuleusement enregistrées dans un dossier qu'il avait lui-même créé. « Elle croit que je vole de son entreprise, docteur. Elle passe des heures à parler de transferts bancaires imaginaires et de conspirations contre elle. Je crains pour sa santé mentale. » Il poursuivit sa performance, frôlant la perfection. Sabrina pouvait entendre des fragments de la conversation à travers la porte de sa chambre, chaque mot augmentant sa terreur. Ses tentatives de se lever étaient contrecarrées par le cocktail de drogue dans son système, ses jambes tremblant comme des feuilles au vent. De l'autre côté de la porte, la voix de Wesley continuait. « Oui, docteur, elle devient de plus en plus violente aujourd'hui. Elle a même tenté d'agresser l'infirmière, l'accusant d'être ma complice. » Ivy, cachée dans son point d'observation secret, vit son père falsifier des preuves contre sa propre mère. Elle le vit prendre des photos de Sabrina endormie, la positionnant pour donner l'impression qu'elle était dans un état d'agitation extrême. « Je t'envoie quelques images pour que tu puisses évaluer. Comme tu peux le voir, la situation est insoutenable, » dit Wesley au téléphone en manipulant les photos sur son ordinateur. Le plan de Wesley se révéla encore plus sinistre lorsqu'il commença à détailler les symptômes de Sabrina au docteur. Chaque mot était soigneusement choisi pour peindre un tableau de gravité mentale sévère. « Elle a des antécédents familiaux de troubles psychiatriques, docteur. Sa mère, Marjorie, a également présenté des comportements similaires. Je crois que c'est génétique. » Il mentait ouvertement, construisant une fausse histoire qui justifierait un engagement involontaire. Sur le bureau de Wesley, un dossier ouvert révélait des documents déjà préparés, formulaire pour un engagement involontaire, rapports médicaux falsifiés, dossier de comportement violent qui n'était jamais arrivé. Sa voix prit un ton plus grave lorsqu'il aborda la partie cruciale de la conversation. « Docteur,
Je dois m'assurer qu'elle recevra le traitement le plus intensif possible. Nous ne pouvons pas risquer que ces histoires de détournement d'argent parviennent aux mauvaises oreilles. Sabrina doit être isolée. Sabrina rassembla ses dernières forces pour essayer de crier et alerter quelqu'un de ce qui se passait, mais sa voix ne fut qu'un faible murmure de l'autre côté de la porte. Wesley continua de tisser sa toile de mensonges. Elle fait encore une crise maintenant, docteur? Tu l'entends? C'est comme ça tout le temps, nous devons agir rapidement avant qu'elle ne se blesse ou ne blesse d'autres personnes. L'infirmière, suivant les strictes instructions de Wesley, prépara une autre dose de sédatif. Ses mains tremblaient légèrement en remplissant la seringue. Sa conscience professionnelle luttait contre le rôle qu'on l'obligeait à jouer. Si tu prononces un mot sur ce qui se passe réellement ici, ta licence sera définitivement révoquée. Wesley l'avait menacée plus tôt. Sabrina ressentit le poids de la menace silencieuse planant sur elle. Chaque tentative de prouver sa santé mentale serait utilisée comme preuve de son supposé déséquilibre. La voix de Wesley lui parvint, discutant maintenant des dates et des procédures dès que possible. Docteur, plus elle reste à la maison, plus les gens pourraient commencer à croire ces histoires absurdes. Le soleil se couchait à l'horizon lorsque Wesley termina l'appel, un sourire satisfait sur son visage alors qu'il regardait par la fenêtre de la pièce où Sabrina était confinée. Dans ses mains, le document autorisant l'engagement involontaire attendait, ne nécessitant qu'une seule signature, la sienne, qu'il savait déjà exactement comment obtenir. « Dors bien, ma chère », murmura-t-il pour lui-même. « Demain, ta nouvelle vie commencera dans un endroit où personne ne pourra entendre tes vérités gênantes. » Marjorie gara sa voiture à une distance stratégique du manoir, ses yeux expérimentés fixés sur les fenêtres de la chambre de Sabrina. Des années de travail en tant qu'enseignante lui avaient appris à faire confiance à son instinct lorsque quelque chose semblait mal chez un enfant. Et maintenant ces mêmes instincts criaient que sa fille était en danger. Ses mains ridées agrippaient le volant tandis qu'elle observait les mouvements du personnel, en particulier, de l'infirmière qui entrait et sortait de la chambre de Sabrina à des intervalles suspectement réguliers. Le téléphone dans ses mains vibra silencieusement. C'était un message d'Ivy via le téléphone secret qu'elle avait donné à sa petite fille. La fille avait réussi à prendre des photos des drogues que son père administrait à Sabrina, des images floues qui firent serrer le cœur de Marjorie. Prudemment, elle transféra les photos à une amie médecin de confiance, attendant anxieusement son analyse de la combinaison suspecte des médicaments. L'activité au manoir attira son attention lorsqu'elle vit Wesley partir précipitamment, portant sa mallette en cuir noir. Marjorie démarra discrètement sa voiture et commença à le suivre à distance, son cœur battant à tout rompre alors qu'il empruntait un chemin qu'elle connaissait bien vers l'entreprise de Sabrina. Ses soupçons grandirent lorsqu'au lieu d'utiliser l'entrée principale, Wesley se gara à l'arrière du bâtiment où peu d'employés avaient accès. Les heures s'égrenaient alors que Marjorie maintenait sa veille silencieuse, enregistrant chaque mouvement suspect dans un petit carnet. Son expérience en tant qu'éducatrice lui avait appris l'importance de tout documenter, et maintenant elle appliquait cette pratique méticuleusement, notant les heures, les noms et les actions qui pourraient être utiles plus tard. Sabrina n'a jamais eu de problèmes mentaux, murmura-t-elle en écrivant. Quelque chose ne va vraiment pas dans cette histoire. Le retour de son appel au médecin Nami confirma ses pires craintes. La combinaison de médicaments administrés à Sabrina n'était pas un traitement courant, mais une manière calculée de la maintenir sédatée et confuse. Marjorie sentit ses mains trembler alors qu'elle écoutait l'explication technique, chaque mot confirmant que sa fille était délibérément droguée. « Madame Marjorie, ces drogues ne sont pas utilisées pour le traitement, elles sont pour le contrôle. » La nuit était déjà tombée lorsque Marjorie remarqua un schéma dans les visites que Wesley recevait à l'entreprise. Des hommes en costume portant des mallettes entraient par l'arrière du bâtiment à des heures irrégulières. Prudemment, elle réussit à photographier certaines de ces réunions secrètes à travers la fenêtre du bureau, que Wesley laissait négligemment ouverte sans les stores complètement fermés. Son instinct maternel lui disait que cette preuve serait cruciale. Bientôt, le téléphone secret vibra à nouveau, cette fois avec une vidéo envoyée par Ivy montrant Wesley mélanger quelque chose dans la solution saline de Sabrina. La qualité de la vidéo était basse, prise en secret, mais suffisante pour confirmer les soupçons de Marjorie. Ses mains tremblaient alors qu'elle enregistrait le fichier sur un appareil sécurisé, son esprit planifiant déjà les prochaines étapes pour protéger sa fille et sa petite-fille. Marjorie observa l'infirmière privée faire sa dernière ronde de la journée, remarquant à quel point elle semblait nerveuse en quittant le manoir. Des années d'expérience à gérer des personnes sous pression avaient permis à Marjorie de reconnaître les signes. La professionnelle était clairement mal à l'aise avec quelque chose qu'elle était forcée de faire.
Peut-être qu'elle détient la clé pour découvrir toute la vérité, pensa Marjorie en faisant une nouvelle note dans son carnet de notes alors qu'elle assemblait davantage de pièces du puzzle. Elle commença à comprendre l'ampleur du plan de Wesley. Ce n'était pas seulement pour contrôler Sabrina, c'était pour détruire complètement tout ce qu'elle avait construit. Les notes dans son carnet révélaient un schéma clair d'action calculée, toutes pointant vers un complot beaucoup plus vaste qu'elle ne l'avait initialement imaginé. « Il ne détruira pas ma fille », se promit-elle, la détermination brillant dans ses yeux fatigués. La secrétaire exécutive vérifia une fois de plus qu'elle était seule dans le bureau avant d'ouvrir le fichier numérique qu'elle avait reçu. Un groupe d'anciens employés dirigé par l'ancien directeur financier avait réussi à rassembler une quantité impressionnante de preuves contre Wesley. Ses mains tremblaient alors qu'elle téléchargeait les documents, chaque fichier révélant une nouvelle couche du complot criminel qui détruisait l'entreprise de Sabrina. « Nous devons trouver un moyen de lui transmettre ces preuves », murmura-t-elle pour elle-même en copiant les fichiers sur un dispositif de mémoire portable. L'ancien chef du département juridique avait réussi à conserver des copies des contrats originaux avant d'être licencié, des documents prouvant les modifications frauduleuses apportées par Wesley dans son message. Il détaillait comment les signatures de Sabrina avaient été falsifiées sur des dizaines de documents importants. La secrétaire sentit son cœur s'accélérer en lisant les rapports, surtout lorsqu'elle trouva la preuve des transferts internationaux qui avaient vidé le capital de l'entreprise. L'équipe technologique renvoyée avait également contribué avec des preuves cruciales. Des journaux d'accès système montrant exactement quand et comment Wesley avait manipulé les données de l'entreprise. Ils avaient réussi à récupérer des copies de sauvegarde qu'ils pensaient avoir détruites, révélant la traînée de destruction qu'il avait laissée derrière lui. Les preuves étaient irréfutables, feuilles de calcul modifiées, dossiers falsifiés et une traînée claire de documents menant directement à Wesley. L'ancien responsable des ressources humaines avait méticuleusement documenté chaque licenciement injuste, y compris des enregistrements audio de réunions où Wesley menaçait les employés de garder le silence. La secrétaire écouta les enregistrements les larmes aux yeux, reconnaissant les voix de personnes qui avaient dédié leur vie à l'entreprise de Sabrina, maintenant détruite par un homme impitoyable. Comment quelqu'un peut-il être si cruel avec des gens qui voulaient juste travailler honnêtement, pensa-t-elle en organisant les preuves. Un mouvement dans le couloir fit sursauter la secrétaire, des pas s'approchant rapidement de son bureau. Elle cacha le dispositif de mémoire dans un compartiment secret de son sac, retrouvant son apparence professionnelle à quelques secondes de l'arrivée de l'un des nouveaux employés de Wesley passant devant son bureau. Son cœur battait la chamade alors qu'elle gardait une expression neutre, sachant qu'elle détenait une preuve capable de tout changer. L'infirmière personnelle de Sabrina, dans un moment de conscience, avait réussi à faire des copies du véritable dossier médical documentant l'administration irrégulière des médicaments ordonnés par Wesley. Ces documents, désormais en possession de la secrétaire, étaient particulièrement troublants. Ils montraient un schéma clair de sédation forcée, une tentative calculée de maintenir Sabrina incapable de défendre ses propres intérêts. Le dernier dossier provenait de l'ancien comptable de l'entreprise, qui avait tenu des registres parallèles de tous les mouvements financiers suspects. Ces documents révélaient un schéma complexe de détournement de fonds avec des montants astronomiques transférés vers des comptes étrangers. La secrétaire étudiait les chiffres avec une horreur grandissante, réalisant que Wesley avait planifié chaque détail de sa trahison bien avant que Sabrina ne tombe malade. En organisant toutes les preuves, la secrétaire réalisa qu'elle avait entre les mains bien plus que de simples documents. Elle détenait la preuve d'une conspiration minutieusement planifiée pour détruire non seulement l'entreprise, mais aussi Sabrina elle-même. Le défi maintenant était de transmettre ces informations à Sabrina en franchissant la barrière de la surveillance constante que Wesley avait créée. Un plan commença à se former dans son esprit alors qu'elle étudiait la routine de la maison. L'infirmière faisait ses rondes à des heures régulières et Wesley partait souvent pour des réunions secrètes. Elle devrait être très prudente, mais il y avait une petite fenêtre d'opportunité pour livrer les preuves directement à Sabrina. Il me suffit de 5 minutes seule avec elle, pensa-t-elle en calculant mentalement les risques. La journée avait commencé différemment dans le bureau de Wesley. Ses mouvements étaient plus brusques que d'habitude alors qu'il fouillait frénétiquement dans les tiroirs et les armoires. Quelque chose avait changé, il avait remarqué de petits signes indiquant qu'il était surveillé. La secrétaire exécutive l'observait discrètement, notant comment ses mains tremblaient légèrement en manipulant des documents importants, ses yeux scrutant constamment le couloir vide. « Quelque chose ne va pas », marmonnait-il à plusieurs reprises en se passant les doigts dans les cheveux dans un geste de nervosité croissante. Le téléphone sonna, faisant sursauter Wesley sur sa chaise. C'était l'un de ses contacts qui l'alertait que des mouvements suspects avaient été détectés dans l'un de ses comptes secrets à l'étranger.
Son visage pâlit visiblement alors qu'il écoutait le rapport. Quelqu'un enquêtait sur la trace de l'argent détourné de l'entreprise. Avec des mouvements frénétiques, il commença à vider ses tiroirs en bourrant des documents importants dans sa mallette en cuir noir. La secrétaire regardait par la fissure de la porte alors que Wesley passait des appels urgents, sa voix normalement contrôlée maintenant chargée de panique à peine dissimulée. « Je dois tout accélérer, il se rapproche trop », criait-il pratiquement dans le téléphone, des gouttes de sueur roulant sur son front alors qu'il organisait les documents en pile qu'il commençait bientôt à détruire dans la déchiqueteuse. Le son de l'ascenseur arrivant à l'étage fit figer Wesley un instant. Une voix inconnue approchait dans le couloir, faisant s'écarquiller ses yeux de panique. Avec des mouvements rapides, il commença à supprimer des fichiers de son ordinateur, ses mains tremblant sur le clavier alors qu'il essayait d'effacer toute trace de ses activités illicites. « Ils ne peuvent rien trouver, ils ne peuvent rien prouver », se répétait-il comme un mantra désespéré. Un document tomba de sa mallette alors qu'il essayait de tout ranger à la hâte. Il s'agissait de la procuration falsifiée avec la signature de Sabrina, celle qu'il avait utilisée pour tout contrôler. La secrétaire retint son souffle lorsqu'elle le vit récupérer le document avec un soin particulier, le rangeant dans la poche intérieure de sa veste avec d'autres documents qu'elle soupçonnait également d'être incriminants. Wesley commença à passer plus d'appels, cette fois à ses contacts à l'étranger. Ses mots étaient codés, mais son ton urgent révélait la gravité de la situation. « Préparez tout comme convenu, je dois quitter le pays immédiatement », ordonna-t-il tout en continuant à vider les tiroirs et à supprimer des fichiers. Son plan d'évasion semblait apparemment en place depuis longtemps. La tension dans le bureau atteignit son apogée lorsque Wesley reçut un autre appel, cette fois à propos de Sabrina. Quelque chose dans son expression changea lorsqu'il entendit la nouvelle à l'autre bout de la ligne. « Que voulez-vous dire ? Elle est plus lucide, augmentez la dose immédiatement », grogna-t-il dans le téléphone, son visage se tordant en un masque de colère et de préoccupation. Le plan se dénouait de tous côtés. Avec des mains tremblantes, Wesley commença à rassembler les derniers vestiges de sa présence dans le bureau. La secrétaire le vit prendre une petite clé en or d'un compartiment secret de son bureau, la même que Sabrina utilisait toujours pour accéder à son coffre-fort privé. Il la rangea avec les autres documents, un sourire nerveux aux lèvres en murmurant pour lui-même, « Elle ne trouvera jamais les preuves, elle ne pourra jamais rien prouver. » Le bruit dans le couloir fit de nouveau figer Wesley. Des pas approchaient de son bureau avec des mouvements presque frénétiques. Il attrapa sa mallette désormais gonflée de documents et se dirigea vers la sortie de secours. La secrétaire réussit à entendre ses derniers mots au téléphone alors qu'il disparaissait dans les escaliers. « Retrouve-moi à l'endroit convenu dans 1 heure, je quitterai le pays et personne ne pourra m'arrêter. » Ivy savait qu'elle ne devrait pas être dans le bureau de son père, mais quelque chose la poussait à enquêter. Avec un cœur battant, elle profita du moment où Wesley se précipitait dehors, oubliant de verrouiller la porte dans son empressement habituel. La fillette de 8 ans glissa silencieusement dans la pièce, ses mains tremblantes touchant la surface polie du bureau où elle avait été témoin de tant de conversations suspectes. Le tiroir partiellement ouvert attira son attention, quelque chose que son père, toujours si méticuleux, ne laisserait jamais ainsi dans des circonstances normales. À l'intérieur, un carnet noir se distinguait parmi les autres documents. Ivy reconnut l'écriture de son père sur les pages, mais le contenu fit froid dans le sang. Il s'agissait de notes détaillées, d'un plan méticuleux pour détruire sa mère et prendre le contrôle de tout ce qu'elle possédait. Les pages du journal révélaient une histoire de trahison allant bien au-delà de ce que son esprit enfantin pouvait imaginer. Wesley l'avait planifié pendant des mois, la manipulation des boissons de Sabrina avec des sédatifs, le contrôle progressif de l'entreprise, les transferts bancaires, voire l'admission possible dans une clinique psychiatrique. Phase 1. Commencer par de petites doses le soir, les augmenter progressivement jusqu'à ce qu'elle perde complètement le contrôle, disait l'une des premières notes, rappelant à Ivy toutes les fois où elle avait vu son père préparer des boissons pour sa mère avec des doigts tremblants. Elle continua de tourner les pages, chaque révélation plus troublante que la précédente. Il y avait des listes détaillées de médicaments avec leurs effets, les noms des médecins et des infirmières qui avaient été soudoyés, et même un emploi du temps précis sur la façon dont la fortune de l'entreprise serait détournée vers des comptes secrets. Il est essentiel que Sabrina paraisse mentalement instable lorsqu'elle commence à faire des accusations. Personne ne croit une folle, lisait-elle, un passage écrit avec le même stylo que son père utilisait pour signer des notes affectueuses dans son cahier d'école. Le bruit des pas dans le couloir fit figer Ivy, mais ce n'était que les employés passant à côté. Avec le cœur battant, elle poursuivit sa découverte macabre dans une section intitulée « Contingence ».
Wesley y avait listé plusieurs stratégies pour faire face à d'éventuelles interférences. Le nom de sa grand-mère Marjorie apparaissait plusieurs fois, toujours accompagné de plans pour la tenir à distance. Si Marjorie persiste dans ses enquêtes, j'utiliserai l'admission de Sabrina pour la tenir définitivement éloignée, disait l'une des notes les plus récentes. Les dernières pages du journal étaient encore plus effrayantes. Elles contenaient des détails sur un plan d'évasion organisé par Wesley, documents falsifiés, comptes bancaires dans des pays lointains et même une nouvelle identité. Quand tout sera fait, je disparaîtrai avec l'argent, Sabrina sera piégée dans une clinique et personne ne découvrira jamais la vérité, avait-il écrit, accompagné de dates et d'heures précises pour son évasion prévue. Avec des mains tremblantes, Ivy attrapa son téléphone portable secret et commença à photographier le journal page par page. Sa grand-mère Marjorie avait toujours dit que les preuves étaient importantes, et maintenant elle comprenait parfaitement pourquoi chaque clic de l'appareil photo semblait assourdissant dans le silence du bureau. Mais elle savait qu'elle devait tout enregistrer. « Je dois sauver maman », pensa-t-elle en tournant soigneusement chaque page incriminante. Un détail particulièrement troublant attira son attention, une liste de produits chimiques que Wesley mélangeait dans les médicaments de Sabrina. À côté de chaque nom, il y avait des notes sur les dosages et les effets attendus. Le cocktail doit être suffisamment fort pour la garder confuse, mais pas au point de susciter des soupçons médicaux, disait la note, accompagnée de calculs précis démontrant le soin diabolique avec lequel son père avait planifié chaque détail. Le journal révélait également comment Wesley avait accédé aux mots de passe et aux documents importants de Sabrina. Il avait installé des logiciels espions sur son ordinateur, surveillait ses communications et rassemblait lentement toutes les informations nécessaires à sa prise de contrôle. Sabrina fait trop confiance aux gens, sa plus grande faiblesse est de ne pas savoir voir le mal chez les autres, avait-il écrit dans une entrée qui rendit Ivy nauséeuse. Ivy courut dans sa chambre, les petites mains serrant le téléphone contenant la preuve du plan diabolique de son père, son cœur battant si fort dans sa poitrine qu'elle craignait que quelqu'un ne l'entende. Le bruit des pas dans le couloir la fit se cacher dans le placard. C'était Wesley qui se dirigeait précipitamment vers la chambre de Sabrina. À travers la fissure de la porte, elle le vit portant une seringue plus grande que d'habitude, son visage tordu d'une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les mots du journal résonnaient dans son esprit alors qu'elle composait le numéro de sa grand-mère avec des doigts tremblants. Le plan final de Wesley était sur le point de se réaliser, il avait l'intention de droguer complètement Sabrina et de l'emmener à la clinique psychiatrique cette nuit même. Ivy pouvait entendre des bruits venant de la chambre de sa mère, des protestations faibles mêlées à la voix autoritaire de son père. « S'il te plaît, grand-mère, réponds », murmura-t-elle désespérément, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle entendait le téléphone sonner. Marjorie répondit au troisième son, et les mots jaillirent de la bouche d'Ivy comme un torrent. « Grand-mère, appelle la police, papa a fait quelque chose de terrifiant. » Sa voix enfantine tremblait alors qu'elle essayait d'expliquer rapidement le journal, les photos, les plans de son père. De l'autre côté de la ligne, Marjorie était déjà en action, sa voix transmettant un calme qu'elle ne ressentait pas. « Reste caché, mon amour, ne laisse pas ton père te voir, de l'aide est en route. » Les minutes suivantes furent d'une terreur absolue. Ivy pouvait entendre sa mère essayer de crier, mais sa voix était faible, probablement affectée par plus de médicaments. Wesley disait quelque chose à propos d'un voyage, d'un endroit où Sabrina pourrait se reposer correctement. Le bruit d'une valise traînée fit serrer encore plus le cœur d'Ivy. Son père prévoyait vraiment d'emmener sa mère ce soir-là. Le bruit des tiroirs s'ouvrant et se fermant violemment atteignit la cachette d'Ivy. Wesley semblait chercher quelque chose de manière urgente, jurant sous son souffle lorsqu'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait. La fille serra le téléphone plus fort contre sa poitrine lorsqu'elle entendit ses pas s'approcher de sa chambre. Pendant un moment terrifiant, elle pensa qu'elle serait découverte, mais il passa simplement devant sans la voir, continuant à jurer à propos d'un document important qu'il ne pouvait trouver. Ivy pouvait entendre sa grand-mère au téléphone parler à quelqu'un, probablement la police. Marjorie garda la ligne ouverte, offrant un mince espoir à sa petite fille terrifiée. Les bruits de la maison semblaient amplifiés par la peur, le tic-tac de l'horloge, les lourds pas de Wesley, les faibles gémissements de Sabrina se fondaient en une symphonie terrifiante qui rendait chaque seconde interminable. Le bruit des pneus sur l'allée fit retenir son souffle à Ivy. Wesley devait l'avoir entendu aussi, car ses pas devinrent plus précipités. Elle l'entendit retourner dans la chambre de Sabrina, sa voix maintenant empreinte d'une panique à peine contenue. « Nous devons partir maintenant, lève-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps », ordonna-t-il. Le bruit de sa mère résistant faiblement fit couler de nouvelles larmes sur le visage de la fillette. Des bruits à l'avant de la maison indiquaient que quelqu'un arrivait.
La voix de Marjorie, habituellement si douce, semblait autoritaire et ferme. « La police est avec moi, Wesley, c'est fini. » Ivy pouvait entendre le chaos se dérouler, des portes forcées, des voix autoritaires donnant des ordres. Les officiers de police, entendant les bruits, montèrent les escaliers à toute vitesse. Finalement, Ivy trouva le courage de quitter sa cachette. Avec des pas prudents, elle s'approcha de la chambre de ses parents, tenant toujours le téléphone comme un talisman protecteur. Ce qu'elle vit à travers la porte partiellement ouverte resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Son père, acculé, tenant une seringue dans une main et des documents importants dans l'autre, tandis que sa mère reposait sur le lit, semi-consciente mais les yeux ouverts, concentrée sur sa fille avec un mélange de soulagement et d'amour. Les officiers de police entrèrent dans la chambre principale et découvrirent une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Sabrina, toujours sous l'influence des médicaments, était allongée sur le lit avec des marques de seringues sur les bras. Wesley, coincé entre la fenêtre et la commode, tenait une seringue dans une main et un dossier rempli de documents dans l'autre. Mais ce qui choqua vraiment les officiers fut l'organisation méticuleuse du crime sur la table de chevet. Des bouteilles de médicaments contrôlées alignées comme des pièces sur un plateau de jeu mortel. Marjorie courut pour embrasser Ivy, qui tremblait comme une feuille au vent. Alors que les officiers de police approchaient prudemment de Wesley, l'homme qui s'était toujours présenté comme un mari dévoué montra maintenant son vrai visage. Ses yeux étincelaient de fureur contenus alors qu'il alternait des regards entre la porte et la fenêtre, calculant clairement ses chances de fuite. La seringue dans sa main tremblait légèrement, son contenu transparent brillant de manière inquiétante sous la lumière de la chambre. La secrétaire exécutive arriva peu de temps après, portant un dossier contenant toutes les preuves qu'elle avait collectées au fil des mois. Les officiers de police examinèrent avec admiration les documents qui témoignaient du plan méticuleux, transferts bancaires frauduleux, documents falsifiés, ordonnances médicales altérées, tout était soigneusement organisé comme un manuel de destruction systématique. C'est le schéma le plus élaboré que j'ai jamais vu en toutes mes années de profession, marmonna l'officier le plus expérimenté en feuilletant les pages avec une expression incrédule. Ivy, toujours dans les bras de sa grand-mère, montra aux enquêteurs les photos qu'elle avait prises du journal de son père. Les images sur le petit téléphone portable révélaient une histoire si cruelle que même les officiers de police les plus expérimentés étaient visiblement troublés. Page après page, il était documenté comment Wesley avait planifié de détruire non seulement l'entreprise, mais aussi la santé mentale de sa femme, tout soigneusement consigné de sa propre main. L'infirmière privée, désormais libérée des menaces de Wesley, remit à la police ses dossiers personnels des médicaments administrés sous ses ordres. Les enquêteurs furent consternés de découvrir la complexité du cocktail de drogue utilisé pour maintenir Sabrina sous contrôle, une combinaison si précise qu'elle démontrait une connaissance approfondie de la pharmacologie. Il avait recherché pendant des mois pour trouver la combinaison parfaite. L'infirmière expliqua, la voix tremblante, sa participation forcée au complot. La police trouva, cachée sous les planchers du bureau, une valise contenant des passeports falsifiés et une somme importante d'argent en différentes devises. Le plan d'évasion de Wesley était méticuleusement organisé, avec des billets d'avion réservés et une nouvelle identité entièrement documentée. Il avait prévu chaque détail, ne laissant rien au hasard. Tous les grands plans ont besoin d'un plan d'évasion, pensa-t-il en s'approchant de la porte arrière. La nuit pluvieuse offrait une couverture parfaite pour son évasion. Les fortes averses étouffaient tout son, et l'obscurité le protégeait des regards indiscrets. Wesley repéra la voiture organisée, un véhicule ordinaire spécifiquement choisi pour sa capacité à se fondre dans le trafic sans attirer l'attention. La discrétion est la clé de la survie, disait-il toujours. À l'intérieur de la voiture, Wesley trouva un dossier contenant tout ce dont il avait besoin, documents falsifiés, argent et différentes devises, ainsi qu'un téléphone portable jetable. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il vérifiait le contenu, non pas par peur, mais par excitation à l'idée de pouvoir encore s'échapper avec une partie de l'argent qu'il avait volé à Sabrina. « Elle ne me trouvera jamais », pensa-t-il, un sourire satisfait se formant sur ses lèvres. L'officier porteur observait de loin alors que la voiture s'éloignait du poste de police, satisfait de son rôle dans le plan. Le pot de vin qu'il avait reçu garantirait son silence et une retraite confortable quelque part loin. Dans 15 minutes, l'alarme retentira, murmura-t-il pour lui-même, préparant déjà son expression de surprise pour lorsque l'évasion serait découverte. Wesley conduisait dans les rues de la ville, évitant les grandes avenues et restant dans l'ombre. Sa destination était un petit aéroport privé en périphérie de la ville, où un avion l'attendait pour le sortir du pays.
Chaque détail de cette évasion avait été planifié avec la même méticulosité qu'il avait utilisée pour détruire la vie de Sabrina. Le silence de la nuit fut brisé par le son lointain des sirènes, l'alarme de son évasion avait été déclenchée. Wesley agrippa fermement le volant mais maintint une vitesse modérée pour ne pas attirer l'attention. « Reste calme, suis le plan », se répéta-t-il comme un mantra. Alors que les lumières de la ville s'estompaient au loin, les rues mouillées reflétaient les lumières nocturnes. En approchant de sa destination dans son esprit, il se voyait déjà libre sur une plage lointaine, profitant de l'argent qu'il avait volé à Sabrina. Le crime parfait, c'est celui où le criminel disparaît pour toujours, pensa-t-il. Il ne savait pas que son plan pour l'évasion parfaite allait bientôt rencontrer un obstacle inattendu. Wesley était à seulement 5 minutes de l'aéroport privé lorsque ses plans commencèrent à se dénouer. La forte pluie réduisait la visibilité, le forçant à ralentir. À un virage serré, il vit les phares d'une voiture de police bloquant la seule route menant à l'aéroport. La secrétaire exécutive, qui connaissait tous ses plans de contingence grâce aux fichiers sur son ordinateur, avait alerté les autorités concernant cette route d'évasion. La panique commença à s'installer lorsqu'il réalisa qu'il était piégé. Devant lui, les voitures de patrouille formaient une barrière impossible, tandis que les sirènes approchaient rapidement. Ses mains moites glissèrent sur le volant alors qu'il tentait une manœuvre désespérée, jetant la voiture sur une route de terre latérale. « Je ne serai pas attrapé, je ne peux pas me faire prendre », se répétait-il frénétiquement alors que le véhicule dérapait dans la boue. La route de terre s'avéra être un piège encore pire. La voiture, non préparée pour ce terrain, commença à déraper dangereusement. Wesley luttait pour garder le contrôle tandis que des phares apparaissaient de tous côtés. La police avait également encerclé les routes alternatives. Le son des sirènes résonnait dans la nuit pluvieuse, fermant le siège autour de lui comme un filet invisible se resserrant dans un dernier acte de désespoir. Wesley abandonna la voiture et tenta de poursuivre l'évasion à pied. Le dossier contenant les documents et l'argent pesait lourdement dans ses mains alors qu'il courait à travers la forêt sombre, trébuchant sur des racines et glissant dans la boue. Les faisceaux des lampes de poche de la police perçaient l'obscurité, se rapprochant de plus en plus de sa position. « Arrête-toi maintenant, Wesley, tu n'as pas de sortie », résonnaient les voix autoritaires à travers des mégaphones. La pluie incessante trempait ses vêtements, rendant chaque mouvement plus difficile. Le dossier glissa de ses mains, éparpillant des documents falsifiés et des liasses d'argent à travers la boue. Wesley tomba à genoux, essayant désespérément de récupérer les preuves de ses crimes, sa cupidité surpassant même son instinct de survie. C'est à ce moment de vulnérabilité que la police le rattrapa enfin. Les menottes se refermèrent autour de ses poignets, cette fois avec un clic définitif. La pluie lavait la boue de son visage, se mêlant à des larmes de colère et de frustration. L'officier porteur, qui avait facilité son évasion, était déjà détenu et avait tout confessé, rendant sa situation encore plus désespérée. « C'est fini, Wesley. Tout est plan, tout est mensonge, c'est fini », déclara le chef. Les officiers ramassèrent les preuves éparpillées dans la boue, documents falsifiés, argent, identité forgée, chaque objet constituant une nouvelle preuve de ses crimes. Wesley regardait en silence son plan d'évasion méticuleux se dénouer devant ses yeux. Le dossier trempé révélait non seulement des documents, mais aussi une clé USB contenant des preuves encore plus incriminantes qu'il avait l'intention d'utiliser comme garantie. L'aube commençait à poindre lorsque Wesley fut ramené au poste de police, cette fois dans une cellule de haute sécurité. Ses yeux, autrefois brillants d'arrogance, étaient maintenant ternes de défaite. En passant devant l'entreprise de Sabrina où les employés commençaient déjà à arriver pour une nouvelle journée de travail, l'un des officiers commenta « Tu as détruit ta propre vie, Wesley. » « Et pourquoi ?» Le chef ajusta sa cravate et prit une profonde inspiration avant de passer l'appel. La lumière de l'aube pénétrait à travers les stores de son bureau, projetant des ombres allongées sur son vieux bureau en chêne. Ses mains, calleuses des années de service policier, tenaient fermement le téléphone alors qu'il attendait que Sabrina réponde. « Madame Sabrina, ici le chef porteur », sa voix grave résonnait au bout du fil alors qu'il observait Wesley escorté dans le couloir. À travers la fenêtre en verre, il dit « J'ai de bonnes nouvelles, nous avons réussi à le reprendre avant qu'il ne quitte le pays. » Dans le hall du poste de police, le son des menottes qui s'entrechoquaient se mêlait aux lourdes pas des officiers menant Wesley. Les lumières fluorescentes vacillaient légèrement, projetant des ombres dansantes sur les murs écaillés. D'autres détenus observaient silencieusement son passage, certains reconnaissant l'homme qui, quelques jours plus tôt, faisait la une des journaux. « Oui, madame », continua le chef en se retournant dans son fauteuil pour suivre le mouvement dans le couloir, «
nous avons trouvé tous les documents falsifiés et une somme considérable d'argent avec lui. Cette fois, il va dans une cellule de haute sécurité. Wesley pouvait entendre des fragments de la conversation en passant devant la porte à demi ouverte du bureau du chef. Chaque mot était comme un clou enfoncé dans le cercueil de ses ambitions. « Madame Sabrina, vous pouvez maintenant dormir tranquille. Il ne pourra plus blesser qui que ce soit d'autre. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Cette fois, il n'y a aucun moyen qu'il puisse s'échapper. » Les mots résonnaient alors qu'il était conduit à sa nouvelle cellule, chaque écho lui rappelant l'empire qu'il avait perdu, la famille qu'il avait détruite et l'avenir sombre qui l'attendait désormais. La lourde porte en métal se referma derrière lui avec un bruit sourd et définitif, scellant non seulement son emprisonnement physique, mais aussi la fin de toutes ses ambitions brisées. La semaine suivante, Sabrina ajusta son blazer devant le miroir de l'ascenseur, observant son reflet avec un mélange de détermination et de confiance renouvelée. Après 3 mois de rétablissement intense, elle reprenait enfin la présidence de son entreprise. Son corps, désormais libéré des drogues que Wesley avait utilisées pour la contrôler, rayonnait de la force qui l'avait toujours caractérisée. Le son de ses talons résonnant dans le couloir semblait marquer chaque pas de sa reconquête. La secrétaire exécutive se précipita pour l'embrasser dès l'ouverture des portes de l'ascenseur, des larmes de joie coulant sur son visage. D'autres employés s'approchèrent pour l'accueillir de nouveau. Sabrina sentit son cœur se serrer en voyant des visages familiers, ceux qui étaient restés fidèles même pendant les moments les plus sombres. « Bienvenue de retour, Madame Sabrina, l'entreprise n'était pas la même sans vous, » dit la secrétaire, la voix étranglée par l'émotion. Le bureau du président avait été complètement transformé, toutes les traces de la présence de Wesley avaient été supprimées. Les lourds rideaux qu'il avait gardés fermés avaient été remplacés par des stores légers laissant entrer la lumière naturelle. Sur le bureau, une pile organisée de documents attendait son attention, des rapports détaillés sur la situation actuelle de l'entreprise et les défis à relever. « Il est temps de reconstruire », pensa Sabrina en s'asseyant sur sa chaise, adoptant la posture ferme que sa mère lui avait toujours appris à maintenir. L'équipe juridique présenta les premiers résultats de la traque des fonds détournés par Wesley. Grâce au travail inlassable des enquêteurs et à la coopération internationale, une grande partie des fonds avait déjà été localisée dans des comptes offshore. Sabrina étudia les rapports avec une attention méticuleuse, son esprit acéré fonctionnant de nouveau à pleine capacité. « Nous n'allons pas seulement récupérer ce qui a été volé, nous allons construire quelque chose d'encore plus grand », déclara-t-elle lors de la première réunion avec son équipe reconstituée. Les employés licenciés de manière injuste par Wesley commencèrent à revenir, chacun apportant non seulement de l'expérience mais aussi une loyauté renforcée par l'adversité vécue. Sabrina prit soin de recevoir personnellement chacun d'eux, écoutant leurs histoires et s'assurant qu'ils seraient dûment compensés pour le temps perdu. « Vous êtes plus que des employés, vous faites partie de la famille avec laquelle j'ai choisi de construire ce rêve », dit-elle lors d'une réunion émotive avec son équipe réunifiée. Le département financier travailla sans relâche pour réorganiser les comptes et établir de nouveaux contrôles internes. Sabrina mit en place un système de double vérification pour toutes les transactions importantes, garantissant qu'à nouveau, une seule personne ne pourrait détenir autant de pouvoir sur les ressources de l'entreprise. « Nos forces résident dans la transparence et la confiance mutuelle », expliqua-t-elle lors des réunions de planification. La nouvelle de son retour se répandit rapidement sur le marché, générant une vague de soutien de la part des clients et des partenaires commerciaux. Beaucoup de ceux qui s'étaient éloignés pendant la gestion de Wesley revinrent, apportant non seulement des affaires mais aussi des messages de solidarité et de respect. Sabrina accueillit chaque manifestation de soutien avec gratitude, mais son focus resta fermement sur la reconstruction. « Nous ne faisons pas que récupérer une entreprise, nous redéfinissons notre avenir. » La presse tenta constamment d'obtenir des interviews sur le scandale, mais Sabrina maintint sa dignité caractéristique, refusant de transformer son histoire en spectacle. Son attention était entièrement tournée vers la reprise de l'entreprise et le bien-être de ses employés. « Notre histoire ne sera pas définie par la trahison que nous avons subie, mais par la force avec laquelle nous nous relevons », déclara-t-elle dans sa seule déclaration publique sur le sujet. Le premier mois de son retour fut marqué par de longues heures de travail et des décisions difficiles, mais Sabrina semblait infatigable. Son bureau était toujours couvert de rapports et de projets, chaque document représentant une partie du puzzle à reconstituer. La nuit, lorsque la plupart des employés étaient déjà rentrés chez eux, on pouvait toujours la trouver dans son bureau, planifiant les prochaines étapes de la reprise. Marjorie transforma la salle de réunion en un centre d'opération improvisé, utilisant son expérience d'enseignante pour organiser méthodiquement chaque aspect de la restructuration.
Des feuilles de calcul, des rapports et des plannings couvraient les murs, chaque document représentant une partie du processus de reprise. Assise dans une chaise spéciale à côté de sa grand-mère, elle dessinait des diagrammes colorés qui aidaient étonnamment à simplifier les processus complexes pour l'équipe. L'expérience de Marjorie en administration scolaire s'avéra inattendument précieuse pour la réorganisation des départements. Elle mit en place un système de communication plus efficace entre les équipes, inspiré des réunions pédagogiques qu'elle coordonnait dans l'éducation. Nous avons appris que chaque personne joue un rôle fondamental dans le succès de l'ensemble, expliqua-t-elle en guidant les employés dans leur nouveau rôle. Une entreprise n'est pas différente d'une école, tout le monde doit travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Ivy, avec sa perspective unique d'enfant, devint une présence constante dans les réunions de planification. Sa capacité à percevoir des détails que les adultes négligeaient surprit tout le monde. C'est elle qui remarqua des incohérences dans certains rapports financiers qui avaient même échappé aux auditeurs les plus expérimentés. « Maman, ces chiffres n'ont aucun sens, tout comme quand papa mentait sur les médicaments », observa-t-elle innocemment, menant l'équipe à découvrir davantage d'irrégularités laissées par Wesley. Marjorie accorda une attention particulière au bien-être des employés traumatisés par la gestion de Wesley. Elle organisa des séances d'accueil où les gens pouvaient partager leurs expériences et leurs peurs, créant un environnement de soutien mutuel qui renforça les liens entre les équipes. La peur et la méfiance sont comme des mauvaises herbes. Si elles ne sont pas enlevées par la racine, elles continueront de pousser, dit-elle en travaillant à rétablir la confiance parmi les employés. La petite Ivy surprit tout le monde en créant un système d'alarme simple mais efficace, avec des dessins colorés indiquant différents niveaux d'urgence pour les problèmes de l'entreprise. Son code couleur, initialement perçu comme une farce enfantine, fut finalement adopté officiellement par l'équipe de gestion de crise. Rouge, c'est quand nous devons appeler maman immédiatement, jaune, c'est quand nous pouvons attendre un peu, et vert, c'est quand tout va bien, expliqua-t-elle avec la simplicité qu'un enfant seul pouvait avoir. Le processus de restructuration faisait face à des défis quotidiens, mais la combinaison inhabituelle de l'expérience maternelle de Marjorie et de l'intuition pure d'Ivy apporta des solutions créatives à des problèmes complexes. Lorsqu'un groupe d'investisseurs commença à pousser pour des changements radicaux, ce fut la suggestion apparemment simple d'Ivy qui changea le cours des négociations. Pourquoi ne pas leur montrer comment grand-mère fait? Quand quelqu'un a peur à l'école, d'abord on parle, puis on résout. La présence constante de Marjorie et d'Ivy dans l'entreprise apporta une atmosphère différente à l'environnement corporatif. Les employés commencèrent à se sentir comme faisant partie d'une véritable famille, ne craignant plus les représailles ou la manipulation. Le bureau, autrefois lieu de tension et de peur sous la direction de Wesley, se transforma en un espace de collaboration et de croissance mutuelle. Une entreprise ne se construit pas seulement avec des chiffres, mais avec des cœurs unis, répétait souvent Marjorie. Les réunions du conseil, autrefois formelles, prirent une touche spéciale avec la présence d'Ivy. Elle insistait pour commencer chaque réunion par un dessin représentant le thème principal à discuter, une pratique qui aidait étonnamment à maintenir le focus des discussions. Quand nous dessinons quelque chose, nous pouvons mieux voir ce qui doit être réparé, expliqua-t-elle avec sa sagesse enfantine. Le travail conjoint de 3 générations de femmes, Sabrina, Marjorie et Ivy, commença à montrer des résultats surprenants. Chacune apportait une perspective unique à la reconstruction de l'entreprise, l'expérience et la vision de Sabrina, la sagesse et les soins de Marjorie, et l'innocence perspicace d'Ivy. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle trahison, déclara Sabrina lors d'une réunion particulièrement émotive. La transformation de l'entreprise était déjà visible dès le premier semestre après que Sabrina ait repris le contrôle. Le hall principal, autrefois sombre sous la gestion de Wesley, vibrait désormais d'une énergie renouvelée. Les employés marchaient avec de véritables sourires, discutant avec animation de nouveaux projets et célébrant de petites victoires quotidiennes. La fresque à la réception affichait fièrement les résultats positifs, des chiffres qui montaient constamment, révélant une reprise qui surprit même les plus optimistes. Les salles de réunion reçurent des noms spéciaux, une suggestion d'Ivy que Sabrina mit en œuvre avec enthousiasme. Salle de l'espoir, salle du nouveau départ, salle de la résilience. Chaque environnement racontait une partie de l'histoire de la reprise de l'entreprise. Sur les murs, en plus des graphiques de croissance, il y avait des dessins colorés d'Ivy rappelant à tous que la force peut venir des sources les plus inattendues. Chaque salle raconte notre histoire de dépassement, expliqua Sabrina aux visiteurs, le visage rayonnant de fierté. Le département financier rapportait des chiffres impressionnants,
Non seulement ils avaient récupéré une grande partie de l'argent détourné par Wesley, mais de nouveaux investissements commençaient à affluer. La confiance du marché dans la gestion renouvelée de Sabrina grandissait jour après jour, attirant des partenaires qui reconnaissaient dans l'histoire de l'entreprise un signe de force et de résilience. Notre transparence et notre détermination sont nos plus grands atouts, déclara-t-elle lors de réunions avec les investisseurs. Marjorie mit en place un programme de développement professionnel qui devint rapidement un modèle sur le marché. En combinant son expérience éducative avec les besoins de l'entreprise, elle créa un environnement où chaque employé était encouragé à grandir et à se développer. Les résultats étaient évidents, la productivité augmentait, tout comme la satisfaction de l'équipe. Lorsque les gens se sentent valorisés, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, expliqua-t-elle lors des séances de formation. La présence constante d'Ivy dans l'entreprise apporta une perspective unique à la culture organisationnelle. Son « coin de la joie », un espace coloré où les employés pouvaient se détendre et se ressourcer, devint un symbole de la nouvelle phase. La jeune fille insista pour décorer l'endroit avec des messages positifs et des dessins inspirants. « Quand les gens sont heureux, ils travaillent mieux », expliqua-t-elle avec sa sagesse enfantine. Le succès de la reprise attira l'attention des médias spécialisés, qui cherchèrent désormais Sabrina non pas pour parler du scandale, mais pour comprendre le processus de reconstruction. Les reportages soulignaient comment une entreprise qui avait failli être détruite par la trahison s'était transformée en un exemple de gestion moderne et humanisée. Notre force réside dans les gens et la confiance que nous avons construite ensemble, répéta Sabrina lors des interviews. L'ancienne secrétaire exécutive, désormais promue directrice des opérations, coordonna une équipe dédiée à la mise en œuvre de nouveaux projets. Chaque initiative réussie était célébrée avec la même importance, des grands contrats aux petites améliorations des processus internes. L'esprit d'unité et de collaboration se reflétait dans les résultats, l'entreprise grandissait plus rapidement que jamais. Les réunions du conseil, autrefois dominées par la tension et la méfiance, se transformèrent en rassemblements productifs où les idées innovantes étaient les bienvenues. Sabrina veilla à maintenir la transparence dans toutes les décisions, tirant une leçon apprise à la dure, notre entreprise n'est pas seulement une affaire, c'est un exemple de comment l'intégrité et le travail d'équipe peuvent surmonter n'importe quelle adversité, affirma-t-elle avec conviction. Le dernier rapport annuel était ouvert sur la table de réunion, dans sa couverture en cuir bleu marine élégante avec des détails dorés. Sabrina passa doucement ses doigts sur les pages en présentant les résultats à une salle pleine d'employés attentifs à chacun de ses mots. L'atmosphère, autrefois tendue et sombre sous la gestion de Wesley, vibrait maintenant d'une énergie renouvelée, évidente dans les sourires sincères et les regards pleins d'espoir. « Regardez ces graphiques », dit Sabrina en pointant la projection sur le mur, sa voix empreinte de fierté et d'émotion. Chaque ligne ascendante ne représente pas seulement des chiffres, mais la dévotion de chacun d'entre vous. Chaque pourcentage positif est une histoire de dépassement, chaque objectif atteint est un témoignage de notre force collective. La salle de réunion avait récemment été rénovée, remplaçant les tons sombres préférés par Wesley par des couleurs plus vibrantes et accueillantes. Les grandes fenêtres, désormais toujours ouvertes, laissaient entrer la lumière naturelle qui illuminait les visages attentifs des employés. Au fond de la salle, Ivy avait insisté pour placer une fresque colorée où chaque employé pouvait partager ses idées et ses rêves pour l'avenir de l'entreprise. Notre expansion vers de nouveaux marchés, Sabrina, continua-t-elle en marchant avec assurance entre les tables, n'est pas seulement géographique, nous élargissons nos horizons. Notre vision de ce qui est possible. Chaque nouveau projet que nous entreprenons porte non seulement notre marque, mais aussi notre histoire de résilience. La secrétaire exécutive, désormais promue directrice des opérations, se leva pour présenter la diapositive suivante. Les chiffres du dernier trimestre ont dépassé toutes les projections, expliqua-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Mais la chose la plus impressionnante n'est pas les valeurs elles-mêmes, mais comment nous y sommes parvenus, avec transparence, travail d'équipe et respect mutuel. Marjorie, assise dans un coin de la salle, observa avec fierté sa fille commander la réunion. Elle avait aidé à organiser un nouveau système d'avantages pour les employés, incluant des bourses pour leurs enfants. Nous n'avons pas seulement construit une entreprise, commenta-t-elle. Lorsque Sabrina lui céda la parole, nous avons construit une communauté. Les murs de la salle affichaient désormais les nouvelles valeurs de l'entreprise, écrites en lettres élégantes, intégrité, collaboration, innovation, respect. Sous chaque mot, des photos des événements récents et des réalisations montraient comment ces valeurs se traduisaient dans la pratique quotidienne. Nos nouveaux partenaires internationaux, continua Sabrina en passant à la diapositive suivante,
n'ont pas choisi notre entreprise uniquement pour les chiffres impressionnants. Ils ont choisi de faire partie de notre histoire parce qu'ils ont reconnu en nous quelque chose de rare dans le monde corporatif, une entreprise qui s'est renforcée à travers l'adversité sans perdre son humanité. L'aval des applaudissements qui parcourut la salle fut interrompu par une petite agitation à la porte. Ivy était arrivée de l'école, et comme toujours, apportait avec elle une énergie contagieuse, une nouvelle dessin pour la fresque, cette fois représentant l'entreprise comme un grand cœur doré entouré de personnes souriantes. Sabrina conclut la présentation avec des mots qui firent pleurer de nombreux yeux. Ce n'est pas seulement une reprise, expliqua-t-elle, la voix ferme mais chargée d'émotion, c'est la naissance de quelque chose de plus grand et de plus fort que ce que nous avions jamais imaginé. Chaque personne dans cette salle fait partie de cette transformation. Chaque défi que nous avons surmonté ensemble nous a rendus non seulement plus forts, mais aussi plus humains. La salle éclata en applaudissements spontanés alors que les employés s'étreignaient et partageaient des sourires de fierté et d'accomplissement. Le rapport annuel sur la table était plus qu'un document corporatif, c'était le témoignage d'un parcours de dépassement qui avait transformé une entreprise au bord de l'effondrement en un exemple de résilience et de succès, construit sur des bases véritablement humaines. Loin, dans une réalité complètement différente, la cellule de 3 mètres carrés devint le nouvel empire de Wesley. L'homme qui avait autrefois occupé un bureau présidentiel se retrouvait maintenant assis sur un lit étroit en béton, observant les murs gris qui l'entouraient. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par un uniforme rugueux et décoloré, et ses chaussures italiennes cédaient la place à de simples sandales en caoutchouc. La transformation de son apparence n'était que le début de son humiliation. Les matins, autrefois remplis de réunions importantes et de décisions d'affaires, commençaient désormais par le son métallique des barreaux s'ouvrant pour le compte de la prison. Wesley gardait les yeux baissés pendant ces moments, incapable de supporter les regards de mépris des gardiens qui connaissaient ses crimes. « Comment va notre homme d'affaires aujourd'hui » demandait-il avec ironie, tandis qu'il se recroquevillait dans son coin, ressentant le poids de chaque mot comme une dague dans sa fierté. Les repas en prison étaient particulièrement difficiles pour quelqu'un qui fréquentait autrefois les meilleurs restaurants de la ville. La nourriture était servie dans des plateaux en plastique rayés et Wesley devait faire la queue avec les autres détenus, attendant son tour comme tout le monde. L'odeur de la nourriture institutionnelle faisait tourner son estomac, mais la faim était plus forte que sa fierté. « Tu ferais mieux de t'y habituer, homme d'affaires », disaient les autres détenus. « Il n'y a pas de dîner à la chandelle ici. » Les nuits étaient les pires. Allongé sur son matelas fin, Wesley revivait dans son esprit les moments de sa chute. Le visage de Sabrina lorsqu'elle découvrit ses trahisons, les yeux effrayés d'Ivy témoignant de ses crimes, l'expression de déception de Marjorie. Chaque souvenir était une torture qui le gardait éveillé. Le silence de la prison n'était brisé que par les bruits lointains des autres détenus et les bruits occasionnels des patrouilles nocturnes, lui rappelant constamment sa nouvelle réalité. Les visites tant attendues n'avaient jamais lieu. Semaine après semaine, Wesley regardait d'autres détenus recevoir leur famille tandis que son nom n'était jamais appelé. Les lettres qu'il écrivait à Sabrina et Ivy lui revenaient sans réponse, cachetées, refusées, sur le reçu. Chaque enveloppe retournée était une nouvelle cicatrice sur son âme déjà lacérée. « Personne là-bas ne veut savoir de vous », commenta un gardien un jour, lui remettant une autre lettre retournée. Le travail à l'atelier de la prison était sa seule distraction, bien que ce fût plutôt une source d'humiliation. Ses mains, autrefois habituées à signer des documents et à manipuler des technologies de pointe, devenaient calleuses avec un travail manuel répétitif. Les autres détenus se moquaient de son manque de compétences avec des outils basiques. « Où est ton argent maintenant, patron ? Pas besoin de soudoyer qui que ce soit pour faire ton travail. » Les nouvelles du succès de l'entreprise sous la direction renouvelée de Sabrina parvenaient jusqu'à lui via de vieux journaux circulant en prison. Chaque gros titre sur la croissance des affaires était comme du sel sur ses blessures, lui rappelant tout ce qu'il avait perdu à cause de sa cupidité. « Ton ex-femme est une vraie femme, elle a tout reconstruit ce que tu as détruit », commentaient les autres détenus. La solitude était sa compagne la plus constante pendant les heures de cour. Wesley marchait seul, évitant le contact avec les autres détenus qui le regardaient avec mépris. Son crime contre sa propre famille faisait de lui un paria, même parmi les criminels. Trahir des inconnus, c'est une chose, mais détruire sa propre famille, c'est impardonnable, disait-il. Les jours s'étiraient dans une routine monotone qui mettait à l'épreuve sa santé mentale. Wesley, qui contrôlait autrefois chaque minute de sa journée avec des réunions et des rendez-vous importants, était désormais contrôlé par le rythme inflexible de la vie en prison. Chaque ordre des gardiens, chaque porte fermée à clé, chaque instant de sa vie appartenait maintenant au système qu'il méprisait tant.
5 ans s'étaient écoulés depuis que Wesley avait quitté la prison. Maintenant, dans un petit appartement d'une pièce en périphérie de la ville, il regardait son reflet dans le miroir de la salle de bain taché. Son visage autrefois soigné était marqué par de profondes rides de soucis et d'amertume. Ses cheveux, désormais gris, n'avaient pas vu une coupe professionnelle depuis des mois. Ses vêtements achetés dans des magasins de quartier lui rappelaient constamment sa nouvelle condition sociale. Chaque matin, il se rendait à la Corner Bakery où il prenait son café, regardant les gens passer. Parfois, il reconnaissait un ancien employé de l'entreprise, mais ils détournaient tous le regard, prétendant ne pas le voir. Sa présence causait du malaise, il était un fantôme d'un passé que tout le monde voulait oublier. « Ce sera ton café habituel aujourd'hui, monsieur Wesley ?» demandait l'employé, la seule personne qui le traitait encore avec quelque gentillesse. Malgré ses tentatives pour obtenir un emploi formel ou s'engager dans des exercices d'humiliation, son nom était terni, son histoire connue, et aucune entreprise ne voulait risquer d'embaucher quelqu'un avec son casier judiciaire. Les entretiens d'embauche, lorsqu'ils avaient lieu, se terminaient toujours de la même manière. « Nous sommes désolés, mais votre profil ne correspond pas à notre poste. » L'ironie d'être rejeté par des entreprises plus petites que celles qu'il avait autrefois tenté de détruire ne l'échappait pas. Ses journées étaient remplies de longues marches dans la ville, observant de loin l'empire qu'il avait perdu. Le bâtiment de l'entreprise de Sabrina, désormais plus grand et plus imposant, était un monument à son échec. Parfois, il apercevait Ivy entrer ou sortir du bâtiment. Sa fille, maintenant adolescente, était devenue une étrangère qui traversait la rue pour l'éviter. Les nuits étaient passées devant une petite télévision, regardant les nouvelles sur le succès continu de l'entreprise de Sabrina. Chaque reportage sur de nouveaux contrats, des expansions et des récompenses était une dague dans sa fierté. La télécommande tremblait dans ses mains alors qu'il regardait son ex-femme être célébrée comme un exemple de résilience et de leadership en affaires. La solitude était sa seule compagne constante. Les quelques personnes qui gardaient encore le contact pendant son incarcération avaient progressivement disparu après sa libération. Son téléphone portable, un modèle basique et antique, sonnait rarement. Les messages qu'il envoyait occasionnellement à Ivy pour son anniversaire restaient sans réponse. Comme des bouteilles jetées dans un océan d'indifférence, les factures s'accumulaient sur sa table à manger improvisée. L'argent qu'il avait caché avant d'être emprisonné n'avait jamais été retrouvé, mais à quoi bon ? Il ne pouvait pas l'utiliser sans éveiller les soupçons. Sa vie était désormais une lutte constante pour maintenir les nécessités de base, chaque facture payait une petite victoire dans sa nouvelle réalité. Le petit appartement n'était décoré qu'avec des coupures de journaux sur sa famille, non par fierté mais comme une forme d'autopunition. Des photos de Sabrina recevant des récompenses, des rapports sur la croissance de l'entreprise, même une petite note pour le 15e anniversaire d'Ivy, « Regarde ce que tu as perdu », se répétait-il chaque nuit en regardant les images d'une vie qui n'était plus la sienne. Lors de ses promenades nocturnes, il passait parfois devant l'ancienne maison où il avait vécu avec sa famille. Les lumières accueillantes brillantes à travers les fenêtres racontaient des histoires d'une vie qui continuait sans lui. Parfois, il entendait des rires venant de l'intérieur. Sa famille avait trouvé le bonheur en son absence. « Je me suis fait ça », marmonnait-il en s'éloignant dans l'ombre. Le poste de gardien de la petite cour de stationnement d'une entreprise devint le nouveau bureau de Wesley. De 23h à 7h du matin, il surveillait les caméras de sécurité d'un établissement qui n'était même pas un dixième de la taille de l'entreprise qu'il avait autrefois tenté de braquer. Son uniforme de sécurité, 2 tailles trop grand, le faisait paraître encore plus petit qu'il ne se sentait déjà. « Bonne nuit, monsieur Wesley », disaient les derniers employés partants, peu sachant que l'homme au regard vaincu avait autrefois été l'un des plus puissants de la ville. Les nuits étaient longues et solitaires, remplies seulement par le bourdonnement monotone des moniteurs de sécurité. Dans un cruel retournement du destin, il protégeait désormais les biens des autres après avoir tenté de détruire ceux de sa propre famille. Sa seule compagnie étaient les caméras montrant des couloirs vides et des parkings désertés, loin des réunions animées qu'il commandait autrefois. Pendant ses rondes dans le bâtiment vide, Wesley s'arrêtait souvent devant les bureaux exécutifs. À travers les fenêtres assombries, il pouvait voir des bureaux et des chaises vaguement rappelant son ancien bureau. Parfois, il se surprenait à imaginer Sabrina assise dans son vieux fauteuil présidentiel, signant des documents importants, tandis qu'il portait une lampe de poche bon marché pour faire les patrouilles nocturnes. « Jusqu'où suis-je tombé ?» murmurait-il dans les ombres qui l'entouraient. Le salaire minimum qu'il gagnait à peine couvrait les factures de son petit appartement. Chaque centime était soigneusement compté, une réalité choquante pour quelqu'un qui avait autrefois manipulé des millions sans y penser à 2 fois. Son déjeuner fait maison,
apporté dans une simple boîte à lunch, était consommé seul dans le poste de gardien alors qu'il regardait passer des voitures de luxe similaires à celles qu'il possédait autrefois. Certaines nuits, lorsque le silence devenait insupportable, Wesley se retrouvait à écrire des lettres qu'il n'enverrait jamais, assis sur sa chaise en plastique, utilisant le papier des rapports d'incidents comme brouillon. Il y versait ses regrets. « Chère Ivy, ils ont tous commencé. J'espère qu'un jour tu comprendras que ton père regrette chaque mauvais choix qu'il a fait. » Les week-ends étaient les pires. Alors que d'autres gardiens célébraient leur temps libre avec leur famille, Wesley échangeait simplement la solitude du poste de gardien contre celle de son appartement. Les murs fins laissaient passer les bruits des familles voisines dînant ensemble, conversant, riant, des sons de bonheur qu'il avait jetés pour la cupidité. Parfois, sur les moniteurs de sécurité, il apercevait des scènes qui lui rappelaient son ancienne vie, des cadres quittant tard les réunions, portant des mallettes en cuir similaires à celles qu'il utilisait pour stocker ses plans criminels, des jeunes femmes d'affaires déterminées qui lui rappelaient Sabrina dans ses premières années de carrière. Chaque image était un rappel douloureux de l'empire qu'il avait perdu. Les gros titres sur le succès continu de l'entreprise de Sabrina le hantaient encore. Pendant ces rondes, il trouvait parfois des journaux oubliés portant des nouvelles de nouveaux contrats de plusieurs millions de dollars ou d'expansions internationales. Chaque mot de succès était une dague dans sa fierté déjà brisée, un rappel constant qu'elle n'avait pas besoin de lui pour prospérer. La dernière ronde de la nuit était toujours la plus difficile. En vérifiant les portes et les fenêtres, Wesley réfléchissait à la façon dont sa vie s'était transformée en une existence si petite et insignifiante. L'homme qui avait autrefois prévu de voler une fortune s'inquiétait maintenant de s'assurer que les lumières du parking fonctionnaient correctement. L'aube apportait un nouveau jour, mais pour Wesley, chaque jour était le même que celui d'avant. Le ciel passait du noir profond aux nuances de bleu clair tandis que les premiers rayons de soleil commençaient à toucher les bâtiments environnants. L'air frais du matin portait l'odeur du pain frais de la Corner Bakery mélangée à l'odeur caractéristique de l'asphalte mouillé provenant du service de nettoyage des rues. En rangeant son uniforme en lambeaux dans le petit casier de la maison des gardiens, ses mains s'arrêtèrent un instant sur l'étiquette décolorée où son nom était écrit en cursive simple. Le tissu usé aux coutures et les boutons desserrés racontaient l'histoire de nombreuses nuits de garde. De l'autre côté du casier rouillé, un petit miroir fissuré reflétait son visage fatigué, les cernes profondes marquant des années de regret. « Bonjour, monsieur Wesley », salua la femme de ménage en poussant son chariot de fourniture vers le bâtiment. « Madame Léona vous a laissé un café dans la salle de repos », dit-elle. « Vous aviez l'air plus abattu la nuit dernière. » Il acquiesça simplement, incapable d'exprimer de la gratitude pour de petits actes de gentillesse qu'il ne méritait pas. Les premiers employés commençaient à arriver, leurs silhouettes découpées contre le lever du soleil. De jeunes cadres ambitieux sortaient de leur voiture, de nouvelles mallettes en cuir à la main, les derniers modèles de téléphone collés à leurs oreilles, leurs voix animées discutant des objectifs et des projets résonnant à travers le parking presque vide. « Nous devons conclure cet accord aujourd'hui », disait un jeune cadre au téléphone en se hâtant devant le poste de gardien. « Peu importe le coût, nous ne pouvons pas rater cette opportunité. » Wesley sentit un frisson parcourir son échine. Combien de fois s'était-il lui-même exprimé des mots similaires au début de sa spirale descendante? Un cadre s'arrêta près du poste de gardien, fouillant dans son sac à main de designer. Son costume bien taillé et sa posture confiante lui rappelaient tellement Sabrina que Wesley dut détourner le regard. « Monsieur » appela-t-il, « pouvez-vous m'aider avec mon badge? Je pense l'avoir laissé à la maison. » Sa voix avait le même ton déterminé que celui que Sabrina utilisait dans ses premières réunions d'affaires. « Je dois vérifier la liste des employés », répondit-il mécaniquement, ses mains tremblant légèrement alors qu'il feuilletait le registre. Le parfum coûteux du cadre rappela à Wesley les fêtes d'entreprise, les réunions du conseil, les moments où il était quelqu'un d'important, quelqu'un de respecté. « Vous savez, » dit le cadre en attendant, « je ne suis dans cette entreprise que depuis 6 mois, mais j'ai déjà tellement appris. Je veux atteindre le sommet, peu importe ce qu'il en coûte. » Ces mots étaient des couteaux aiguisés dans le cœur de Wesley. Il voulait la prévenir, raconter son histoire, l'empêcher de commettre les mêmes erreurs, la mettre en garde contre l'ambition, pensa-t-il en rentrant chez lui. En regardant les voitures de luxe maintenant remplies dans le parking, le soleil haut dans le ciel illuminant sans pitié sa silhouette voûtée avançant sur le trottoir, il réfléchit, cela peut transformer ton empire en un poste de gardien, ta fierté en honte, ta famille en étranger. Ses pas résonnaient creusement dans la rue animée. Les commerçants levaient leurs volets en acier, les livreurs de journaux achevaient leur tournée et la ville s'animait autour de lui. Mais pour Wesley,
ce n'était qu'un autre jour à traîner à travers sa sentence de toute une vie faite de regrets et de solitude.